Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Christophe Puech, qui est avocat au barreau de Paris depuis 2018. Il s'est directement installé à son compte et exerce donc en indépendant, avec une spécialité en propriété intellectuelle. Je suis très contente de partager cette interview avec vous et de répondre ainsi à la demande qui m'a été faite d'interview d'une personne, d'un avocat ou d'une avocate qui se serait installée directement après sa prestation de serment. Il y a déjà eu dans le podcast des avocats, des avocates qui se sont installés très peu de temps après leur prestation de serment, mais avec quand même une période de 6 mois ou peut-être 1 an de collaboration. Je pense par exemple à Magou Soukouna, je crois Safia Akori aussi, je pense qu'il y en a d'autres, mais je les ai plus en tête. Et voilà, au gré d'une story Instagram où j'avais demandé ce que les auditeurs voulaient entendre comme type de profil, cette demande avait été faite et je n'avais pas ça dans mon fichier, mon fameux fichier dans lequel je mets toutes vos recommandations et je ne sais pas s'il est CNIL compatible, mais... Et en fait, il se trouve que parmi les échanges que j'avais eus en backstage, il y avait un échange avec Christophe où il m'avait partagé le fait que lui, il était avocat à son compte et qu'il s'était installé directement. Et donc, quand ça s'est présenté dans ma programmation, j'ai pensé à lui et c'est comme ça que il est aujourd'hui sur la plateforme. On a ensemble parlé bien évidemment de son parcours et énormément de développement de clientèle. Et donc c'est une interview qui vous sera, je pense, très utile, comme toutes bien évidemment, avec un focus sur le réseautage. J'en profite pour vous dire que l'art du réseautage, que ce soit le fait de se constituer un réseau et le fait de le cultiver et le mobiliser, le tout avec efficacité et stratégie, est un sujet qui est abordé, auquel je dédie tout un module dans la formation sur le développement de clientèle, à laquelle je vous invite à jeter un coup d'œil pour vous accompagner dans vos projets de développement. Je remercie Guillaume 92 380 ainsi que du DTGDSYJCZHFDRZ pour vos avis et 5 étoiles laissées sur Apple Podcast qui sont super. Alors vous êtes déjà quelques-uns à avoir rejoint le groupe WhatsApp de Fleur d'Avocat et ça me fait très plaisir. Pour le moment, je n'ai pas pris un temps énorme pour animer cette communauté, mais il y a eu des premiers échanges avec un avocat qui m'a partagé le fait que les échanges lui avaient déjà permis de voir sous un autre œil quelque chose qu'il a partagé dans le cadre du groupe WhatsApp. Et donc, je trouve ça intéressant. Je suis toujours aussi curieuse de voir ce que ce groupe WhatsApp des auditeurs du podcast va devenir et les échanges qui vont naître de cette initiative. Pour rejoindre le groupe, vous pouvez envoyer un petit mail tout simplement à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr et vous recevrez une réponse automatique avec un lien vers le groupe WhatsApp. Et donc voilà, je serai ravie de vous y accueillir et de vous y lire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Christophe Puech. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à toi pour l'invitation. Alors raconte-moi Christophe, comment et pourquoi tu es devenu avocat ? Je suis devenu avocat, j'avais cette vocation qui m'est venue. Cette vocation m'est venue quand j'étais assez jeune, au collège précisément, de par mon imaginaire et celui de mon entourage. C'était quoi ton imaginaire ? Mon imaginaire, je veux dire, quand j'ai dû penser à une profession pour plus tard, le métier d'avocat m'est venu parce que j'avais eu l'occasion d'en rencontrer chez moi, chez mes parents très brièvement, qui sont pas du tout dans le milieu juridique, mais ils avaient eu un ami ou je sais plus. Et moi à l'époque j'étais peut-être toujours aujourd'hui aussi assez bavard, assez dans l'argumentation. Je suis le plus petit de la fratrie chez moi et j'étais celui qui négociait tout le temps mes parents, qui les faisait un peu chier, faut dire ce qui est quand même. Et puis en observant ça, mes parents et des amis ou des amis à eux, etc.
ont évoqué cette possibilité, cette voie en disant ça tirait très bien ça, parce que voilà, c'est la négociation et le goût de l'argumentaire, on va dire, même si cet argumentaire n'était pas juridique du tout à l'époque, euh, m'a poussé euh, à appréhender ce métier-là et précisément, plus concrètement, le stage de troisième en entreprise qu'on doit faire tous quand on est au collège. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, et j'avais fait le choix d'aller dans un cabinet d'avocats à Lorient, la ville d'où je viens. Du coup, c'était ce même avocat ou ces mêmes avocats que tu avais rencontrés brièvement ou tu t'avais démarché autrement? Même pas. C'était pas cet avocat-là d'ailleurs. Là, c'était une avocate chez qui j'ai fait mon stage, qui était la mère d'un copain du collège, généraliste, plus axé droit de la famille et droit du travail, mais généraliste quand même, euh, qui, euh, qui avait accepté de me prendre en stage pour une semaine ou 10 jours. Je crois que normalement c'était une semaine ces stages. J'avais peut-être eu le droit de faire 10 jours et j'avais adoré l'expérience. C'est un certain type de cabinet d'avocat, on va dire. C'est une avocate qui travaille toute seule avec une assistante. J'ai adoré l'organisation de ses journées, sa façon de travailler, son contact avec sa clientèle, etc. Et je crois qu'à la sortie du collège, je savais que je voulais faire ce métier-là, quoi. Donc, du coup, tu as embrassé après ton bac assez naturellement des études de droit. Ouais, tout à Ouais. fait. Enfin, je me posais plus la question, hein, clairement. Ouais. Et ça s'est bien passé, l'arrivée à la fac, ça t'a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Le côté studieux, j'ai peut-être manqué justement de ce caractère. J'ai perdu un peu de temps en licence, mais T'as redoublé? j'ai redoublé, bien sûr. T'as J'ai trop fait la fête? j'ai fait pas mal la fête, effectivement, et en même temps, c'était pas un désintérêt pour les études, c'est vrai, mais j'étais pas, j'étais un peu l'élève qui arrivait à passer un peu juste, voilà. Sauf que, enfin, pendant mon lycée, j'étais pas un mauvais élève, mais je travaillais pas énormément et c'est vrai qu'arriver en fac de droit, ça passait plus trop ça. Donc Mm. il a fallu me remobiliser et c'est arrivé après, mais bon voilà. Ouais, tous les chemins mènent à Rome. Et avant la diffusion de ton interview, j'aurais diffusé l'interview de Christian Delaché, qui a fait des études de dilettante totale, ses études de droit, et il s'est quand même retrouvé chez EY, à faire une belle carrière chez EY, avant de Ok. tout plaquer pour faire autre chose. Mais donc voilà, c'est pour dire que c'est Je pas veux non bien plus croire que ce complètement soit possible. déterminant. On peut Je, être un je, glandeur et bien s'en sortir après. J'en doute pas, mais c'est vrai que le début des études de droit était plus animé j'étais à Rennes, ville célèbre pour ses bars et sa Et vie la rue de la soif. nocturne et sa rue de la soif, exactement. Et les potes qui étaient avec moi, d'ailleurs, réussissaient mieux que moi. On avait un cadre de vie un peu similaire, mais ils réussissaient mieux que moi. Mais bon, ça m'a jamais détourné de cet objectif-là. Je savais que j'avais ce métier-là qui m'avait toujours tenté et que je voulais vraiment faire. Et d'une certaine façon, j'avais le sentiment que de toute façon, j'allais y arriver. Mais effectivement, les 2 premières années de droit, c'était un peu freestyle. Et comment t'as fait tes choix d'orientation? Tu te souviens? Je crois que le premier choix d'orientation, c'est à l'issue de la L2, où on demande, pour ce qui est de la troisième année de droit, si on doit être privatiste ou publiciste. Donc, comme beaucoup d'étudiants en droit, j'étais moins attiré par le droit administratif que par le droit privé général. Donc j'ai choisi droit privé. À l'issue de la licence, j'ai une connaissance qui m'a conseillé de faire enfin qui m'a parlé du droit de la propriété intellectuelle. Donc à l'époque j'étais à Rennes, et qui m'a parlé d'un master 1 droit privé général, mais déjà assez spécialisé en propriété intellectuelle à Nantes. Je me suis dit que ça avait l'air sympa, droit des marques, droit d'auteur. Euh, Ça m'a parlé, donc j'y suis allé. Tu te souviens de ce qui t'a parlé? Le droit des marques, je crois, c'était vraiment. Enfin, non, droit des marques, droit d'auteur, c'était vraiment. Ça m'attirait parce que j'aime les marques, ce que ça raconte une marque, l'innovation qu'il peut y avoir derrière, le savoir-faire, etc. Et c'était une matière je sais pas, qui m'apparaissait comme étant sexy un peu pour du droit, quoi. Et donc, Sexy.
pour du droit. Ouais, bah c'est Oui, c'est non, mais pas je vois ce que tu veux incompatible. dire. Ouais, Et donc j'y suis allé à Nantes. Voilà, j'ai fait mon master 1 là-bas. Et à ce moment-là, j'avais déjà commencé. C'est vraiment à partir de ce moment-là, je crois, enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu et ouais. où les conneries un peu du début de ma licence étaient vraiment derrière moi. Et puis après, on va dire que ça a déroulé. Ouais. Euh, T'as fait des stages? ouais, j'ai fait des stages. J'ai commencé mes stages en licence. J'en ai fait plusieurs. Dans des avocats, là, notamment l'avocat que j'avais pu rencontrer plus jeune chez mes parents, qui m'a pris en stage en Bretagne. Donc c'était des stages, beaucoup d'observation, faut dire ce qui est. Assister à pas mal d'audiences, lire des conclusions, faire un peu de recherche juridique. Voilà, donc déjà en licence, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs. Donc, chez cet avocat-là? Chez d'autres avocats encore? Ou à chaque Euh, fois, tu retournais dans son cabinet et... non, j'ai fait une autre avocate à Rennes, là en droit social. Ça m'a permis de confirmer que j'aimais pas trop le droit du travail. Mais non, mais ça sert à ça aussi Ouais, de tout faire à ces fait. stages. Donc, C'est clair. mm. C'est clair. Pour l'autre avocat, lui, il faisait du droit des affaires, du droit commercial. Ça m'a davantage plu. Et puis voilà, c'est toujours cet échange. Je suis assez curieux, donc je pose beaucoup de questions et je parlais beaucoup avec eux. Et à chaque fois, le courant est bien passé. Et bon, même quand je découvrais une spécialité qui me plaisait moins, comme le droit du travail, j'étais toujours ça faisait que confirmer à chaque fois mon appétence pour cette profession-là. Qu'est-ce que tu aimais bien dans ces échanges? J'aimais bien l'enrichissement intellectuel que pouvait apporter un dossier, une situation. Pour ce qui est du droit commercial, euh, apprendre l'existence de telle ou telle activité auxquelles on ne pensait pas forcément, des activités commerciales, des problématiques que ça pouvait engendrer, une sorte de découverte d'un nouveau monde qui est un peu parfois l'envers du décor. Mhm. Quand on pense entrepreneuriat, etc., on ne pense pas forcément aux problèmes juridiques qu'il peut y avoir derrière. Et puis, il faut dire aussi que c'était à chaque fois des cabinets qui étaient un peu dans le même genre que celui que j'avais expérimenté en troisième et qui m'avait vraiment fait découvrir cette profession-là. Donc, des avocats, des petits effectifs, des petits cabinets et j'aimais toujours le dynamisme que je retrouvais à chaque fois, cette mobilité chez ces avocats-là. Le fait qu'il n'y ait pas ce côté avocat de bureau, ça t'apparaissait comme étant quelque chose d'assez dynamique et diversifié, enfin, Ouais, mm, totalement. mobile. Et mobile, ouais. Et ça m'a surtout apparu comme étant vraiment inhérent à cette profession, en fait. Mm. Et c'est que plus tard en arrivant à Paris, de voir vraiment les gros cabinets, ce que ça pouvait être, etc. Et ça m'a moins attiré, bien que ça reste un avis qui n'est pas basé sur une expérience, parce que j'ai jamais, j'ai pas postulé dans ces cabinets-là, et donc finalement, mon avis mon a priori peut-être, on pourrait dire même Oui. sur ces cabinets, est principalement basé sur les expériences des potes qui étaient dans des cabinets comme ça, et moi, c'est vrai que ça m'a jamais trop attiré. Toujours avec cette vision de l'enfant en troisième chez l'avocate à Lorient qui le matin recevait ses consultations, recevait ses clients. L'après-midi, elle allait plaider au prud'homme, elle allait déposer un acte, relever sa toque, déposer, je sais pas, ce dynamisme tout le temps un peu pressé et qui me correspondait bien et qui me plaisait toujours, quoi. Ouais. Et t'es toujours en contact avec ces avocats? Ouais, totalement, ouais. Cool. Il y a pas longtemps d'ailleurs. Pour ce qui est de l'avocate lorientaise chez qui j'avais fait mon stage de troisième, j'ai retrouvé dans ma chambre d'ado le rapport de stage plastifié, relié, à la fin duquel j'avais collé Elle m'avait pris en photo avec un Polaroid et m'avait filé la photo. Enfin, sur la photo, je suis dans sa robe à elle, qui est 10 fois Ah, trop c'est grande pour beaucoup trop moi. chou. Et j'ai retrouvé cette photo-là, donc je lui ai envoyé une photo parce que on dialogue encore à l'occasion. J'ai eu l'occasion de lui poser des questions sur un dossier perso. Enfin, j'ai que des dossiers perso, mais sur un dossier. Qui a Il y trait a à pas, ta vie personnelle, quoi. C'est ça? non, pas ma vie personnelle, mais sur un. Enfin, ouais.
Si, un peu, en fait, d'une certaine manière, ouais. C'est un dossier de. Je fais pas de divorce normalement, et j'ai pris un dossier de divorce en consentement mutuel euh, pour le compte d'un pote, et je sais qu'elle, elle en fait, donc je lui ai passé un coup de fil pour avoir deux, trois précisions, et bien sûr que c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir l'appeler consoeur, elle m'a connu à, je sais plus quel âge on a, en troisième, on a 14 ans peut-être. Ouais, Euh, 14-15, ouais. donc voilà, et pour ce qui est de l'autre avocat chez qui je faisais des stages en licence, aujourd'hui, je suis son postulant pour un certain nombre de procédures à Paris. Enfin, on est en contact, assez étroit, ouais. Donc tu pars à Nantes faire ce master 1 avec pas mal d'options en propriété intellectuelle, Mm. ça te plaît, tu deviens plus un étudiant sérieux à ce moment-là, en tout cas derrière ça déroule. Après cette année à Nantes. Je postule, je fais les dossiers pour le M2, donc là c'est la première fois réellement qu'en droit il y a qu'il y a une sélection qui s'opère. Je postule, je suis pris à Lille et à Strasbourg, donc dans des masters propriété intellectuelle. Celui de Strasbourg a la particularité d'être axé également entrepreneuriat, chose qui commence à me plaire beaucoup à cette époque-là. Donc Quand tu dis l'entrepreneuriat commence à me plaire beaucoup, c'est que tu te projettes comme entrepreneur, c'est que c'est un écosystème qui t'intéresse, c'est que tu suis des boîtes, un petit peu petites boîtes. Qu'est-ce que tu veux dire par enfin, peut-être que tout ça va ensemble, hein, mais en tout cas, si tu te remets un petit peu back in the days. Eh bien, j'étais assez inspiré par l'exemple de mes parents, je crois, qui vivaient en région parisienne, et après s'être mariés, etc., déménagent en Bretagne, suivent des potes en Bretagne, etc., et puis décident de racheter une boîte dans le bâtiment, dans l'isolation. C'était pas du tout leur métier, ni à l'un ni à l'autre. Et ont repris cette boîte avec deux salariés. Ils ont fait grossir ce truc. Et puis, je les ai vus assez épanouis quoi, dans leur exercice professionnel. Et surtout, cette indépendance qui m'a toujours plu, qui me plaisait déjà en troisième chez cette avocate qui était tout à fait indépendante dans son exercice. Euh, c'est vrai qu'après le Master 1, etc., je m'étais dit que si le droit ça marchait pas, j'aimerais créer ma boîte, quoi. Donc je suis pris à ce master 2 à Strasbourg, droit et gestion de l'économie numérique. Donc une partie des cours était en commun avec des élèves issus plus d'écoles de commerce ou d'AES ou ce genre de parcours. Donc, pas purement juridique, mais toujours axé propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et un peu gestion de l'économie numérique, donc un aspect un peu plus entrepreneurial, ouais. Avec des projets de création d'entreprise à développer durant le master, etc. Et donc je vais à Strasbourg, je passe le master, ça se passe très bien. J'oublie de préciser que après le M1, je décide de me chauffer quand même à passer le barreau une première fois. J'échoue aux écrits, je me souviens de ma moyenne à 9,97. Ah, Ouais, ça fout un peu le. ça t'a fait quoi d'échouer? Ça m'a pas découragé. Ça m'a fait chier quand même. 9,97. Enfin voilà, c'est le travail des 5-6 mois avant où on est là à bûcher le truc et tout. Bon. Et en même temps, j'ai fait ces études-là précisément pour ce métier-là. Donc je sais que je vais y retourner, quoi. Je vais à Strasbourg, je commence l'année en retard puisque les examens du barreau avaient un peu empiété. Je rattrape les cours, etc. L'année à Strasbourg se passe bien, c'est cool. Je me fais des très bons potes avec lesquels je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais c'est vrai que je débarque dans cette ville où je connais personne au départ. Eh ben, c'est une transition parfaite puisque j'allais te demander, tu vois, tu viens de Lorient, tu commences tes études à Rennes, Master 1 à Nantes, Master 2 à Strasbourg. Ça te faisait quoi cette mobilité? J'aimais bien, ça me plaisait beaucoup. À Nantes, j'avais des potes qui habitaient déjà à Nantes quand j'y suis. C'est vrai que ouais, quand je suis arrivé à Nantes, j'avais des potes qui vivaient là. Je me suis fait d'autres potes. À Strasbourg, je connaissais personne pour le coup. Et puis bah, je me suis fait des potes aussi. Enfin, ça c'est pas un truc ça me faisait pas tellement peur de débarquer dans une nouvelle ville. Au contraire, je suis curieux et plutôt sociable, donc ça se faisait naturellement et je voyais plus ça comme une opportunité en fait.
de bouger, de rencontrer d'autres gens. Bon, c'était un plus pour moi. Et du coup, tu repasses le CRFPA Ouais, à alors la fin de ton M2? non, pas tout de suite, parce que le M2 avait nécessité, on avait une soutenance à préparer durant l'été, et on finissait les examens, il y avait des examens en septembre. Donc pour avoir déjà passé le barreau, et en n'ayant pas eu, alors que j'avais consacré un vrai été, etc., je savais que j'allais pas courir deux lièvres à la fois. Euh, Et je savais aussi qu'il y avait un nombre de chances limité, donc j'allais pas me griller une chance sans être à fond sur le projet, quoi. Donc Et ça aussi, tu l'as vécu comment? Le fait que, tu vois, c'était pas juste repousser de 1 an, c'était de repousser de 2 ans la potentielle entrée. Enfin, est-ce que tu te disais, ben, c'est pas grave, après mon Master 2, enfin, après ma soutenance, je ferai autre chose? Ou est-ce que ça te pesait un peu de rallonger encore? Enfin, tu te souviens comment tu vivais ça? je me souviens m'être dit qu'effectivement j'allais repousser d'une année encore et que donc l'antériorité, l'expérience que j'avais déjà eue, elle allait être un peu plus lointaine avant de le repasser, ce qui me paraissait être pas un obstacle, mais que bon, c'était un peu plus compliqué comme ça. Mais bon, de toute façon, j'allais pas le passer là à l'arrache. Je voulais vraiment bien le préparer. Et donc, je me suis surtout dit que c'était l'opportunité de profiter d'une année pour tenter des choses, des nouveaux trucs, quoi. Donc, j'ai- Et donc, t'en as profité pour faire quoi, justement? bah, je suis arrivé à la fin de mon master 2. On avait eu un stage stage en entreprise. J'avais eu la chance d'avoir un stage euh, sympa enfin dans un gros groupe chez Lagardère, la branche média du groupe Lagardère, donc propriété intellectuelle et droit commercial, vachement intéressant. Ouais. Lagardère, qui est pas un groupe connu euh, pour être hyper bien-être au travail, mais peut-être que toi, tu as eu une autre expérience. Ok, ok, je savais pas. Ouais, moi ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens, enfin en tout cas ouais, j'ai eu la chance de travailler avec des gens super sympas. Il y avait une bonne ambiance. C'était vraiment une bonne expérience. Encore une fois, ça m'a servi aussi. Ça m'a permis de savoir que c'était pas le métier de juriste d'entreprise, était pas pour moi, clairement. Parce que c'est un autre dynamisme, c'est une autre, je sais pas, il y a un rapport au travail qui est différent. Et moi, j'étais toujours dans cette optique Entrepreneuriat. d'entrepreneuriat, quoi, que je savais que je retrouverais en étant à mon compte, en fait. Je pense que déjà à ce moment-là, à la fin de mon master 2, après tout ça, je pense que j'étais, avec du recul, je me dis que j'étais, je crois, déjà parti dans cette optique-là, quoi. Mm. Et ce stage que tu as fait chez Lagardère, tu n'as pas envisagé de le faire en cabinet d'avocat? Toi qui étais si sûr que c'était la profession d'avocat que tu voulais embrasser? Ouais, bah justement, je crois que j'étais tellement sûr que c'était ce métier-là que je voulais expérimenter autre chose avant. Mm. Et j'avais jamais fait de stage en entreprise. J'avais eu l'occasion de faire plusieurs stages déjà en cabinet d'avocat pendant ma licence. Donc ouais, non, ça m'a paru être l'opportunité d'expérimenter quelque chose que j'avais jamais fait. C'est ce qui m'a fait arriver sur Paris après Strasbourg. Donc je suis venu à Paris. Ouais, j'allais te demander comment est-ce que tu étais arrivé à Paris, justement. Bah, c'est ce stage-là qui m'y amène. Les locaux sont toujours, je crois, à Levallois. Je m'installe à Paris. Je me mets en coloc avec deux potes qui venaient eux-mêmes d'arriver sur Paris sur la fin de leurs études et qui s'installaient là. Donc je me suis mis en coloc avec eux. Et puis Paris a commencé comme ça en 2014, du coup. Je finis le stage, je dois retourner à Strasbourg, je prépare ma soutenance. On est en septembre, voilà, j'ai les résultats du master en septembre ou octobre. Euh, et là, je quitte Strasbourg. Je reviens à Paris où j'ai toujours mon appartement en coloc avec les potes. Et je dois mettre à profit cette année-là. Et je fais deux stages. Euh, Tu les trouves sur le tas ou tu avais un peu anticipé ça et... de mémoire, je crois que je les trouve sur le tas, ouais. Ah ouais, à l'arrache, quoi. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais, complètement, ouais. Je trouve d'abord un stage en cabinet, non, en entreprise, je crois déjà. Donc là, j'étais plus dans une optique, je voulais faire un autre stage en cabinet, profiter de passer du temps dans un cabinet d'avocat avant de repasser le CAPA l'année suivante, en fait, le CRFPA. Mm.
Et puis je vois sur Village de la Justice une annonce. Donc c'est pas un cabinet d'avocats, mais je vois c'est une grosse boîte dans le secteur des nouvelles technologies. Enfin, c'est eBay, donc marketplace. Euh, eBay, je vois l'offre de stage, les missions, donc pareil de la compliance et de la propriété intellectuelle toujours. Donc il y a ce fil conducteur. Bon, je postule. Le côté aussi, le côté comment on dit déjà? On parle. Économie numérique. Ouais, enfin, économie numérique, ça c'est vrai que c'était dans la continuité de mon master 2. Bilingue, voilà, c'est. Donc voilà. Là, je pouvais vraiment pas Ouais, deviner. j'en suis conscient. Donc voilà, bosser en anglais et tout ça. J'avais eu l'occasion chez Lagardère aussi, une bonne partie des missions étaient en anglais. Et ça, c'était, voilà, ça me plaisait bien. Et puis, effectivement, aller bosser, faire de la propriété intellectuelle, mais appliquer à un secteur que j'avais pas pu expérimenter. Donc je postule, je suis pris, j'y vais, ça se passe bien, c'est super enrichissant comme stage. Je me fais aussi des amis qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Je sens que tu es le genre de personne avec qui, à chaque expérience, tu vas me dire je me fais des potes avec qui je suis toujours en contact. J'ai quelques interviews comme ça où c'est un espèce de gimmick. Ouais, bah c'est le cas. C'est vrai que je peux pas. J'ai aucune expérience vraiment négative. Je pense que c'est une forme, c'est de la chance aussi. Après, j'ai ciblé peut-être des structures, je sais pas. Bon, Je sais une certaine souplesse ou une adaptabilité qui me permettent que quand tu arrives dans un job, tu t'en accommodes bien, tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu t'entends bien avec les gens. Ouais, voilà, j'arrive à trouver ma place. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi ouais, une part de chance de tomber sur des gens sympas et de. Bon, donc eBay, ça se passe très bien. Et après, donc, il me reste du temps dans cette année-là. eBay, j'y passe 5 mois, il me semble. Il me reste du temps avant de passer le CRFPA. Je voulais faire pré-barreau, donc j'avais la prépa. Ça commence en juillet, quelque chose comme ça. Et là, on doit être en février, un truc comme ça, quand je sors d'eBay. Et donc, je postule Village de la Justice toujours. Je postule dans un cabinet en droit de la presse. Je découvre après avoir été pris dans ce cabinet en fait que c'était une référence en droit de la presse. Et donc, quand tu dis je découvre après avoir été pris, toi, tu t'intéressais pas trop en fait au cabinet, qui fait quoi, qui est bien classé, la notoriété d'un tel. C'était pas du tout Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'avais pas cette culture-là. Genre, t'as postulé parce que t'as vu une annonce sur Village de la Justice, pas parce que. Parce que Enfin, j'ai vu le contenu de la mission qui me paraissait très intéressante en fait. ouais. Donc j'y suis allé et en fait c'est en sortant de ce stage-là, en postulant derrière dans le cadre, en étant élève avocat, mais on y viendra peut-être après où on m'a cité et on a relevé ça sur mon CV et c'est vrai que j'avais pas eu cette curiosité à l'époque. Mais bon, le contenu de la mission me tentait. Il y avait toujours de la propriété intellectuelle et puis encore comme à chaque fois, finalement, un petit truc en plus. Donc là, c'était le droit de la presse ça m'intéressait. Je voulais aller voir ce que c'était. Et là encore, ça se passe super bien. Je tombe sur un avocat hyper bienveillant, hyper fort. Voilà, je vais avec lui à des plaidoiries, assister à ses plaidoiries, la fameuse 17e à Paris, des dossiers super intéressants, médiatiques pour certains. Donc voilà, quand non, j'étais même pas élève avocat, j'étais stagiaire post master. Bon, encore une fois, là, ça se passe bien. Et encore une fois, ça confirme toujours mon intérêt pour ce métier-là et pour cette façon d'exercer, encore une fois, parce que c'est un avocat qui a c'est une petite structure et c'est une référence dans son domaine. Et je sais pas, le professionnalisme, l'humilité et la sympathie qui dégageait et l'ambiance qu'il y avait dans le cabinet me pousse encore une fois à envisager cette façon d'exercer, quoi. Et donc, le CRFPA, la deuxième fois, ça marche? La deuxième fois, ça marche. Ça marche, je suis super content. Je suis super content, ouais. Je me souviens de voir les résultats et enfin voilà, c'est l'aboutissement de bon bah là on y est quoi.
je l'ai en tête, c'est un fil conducteur depuis des années, depuis mon stage de troisième, là où je suis dans la robe 10 fois trop grande pour moi. Là, je commence je vais entrer à l'école d'avocat, quoi. Donc c'est une vraie satisfaction. Et j'en suis super content. Et je peux le partager avec les potes qui ont pu soit déjà l'avoir, soit qui sont en voie pour l'avoir, ou qui ont changé totalement de voie, mais qui sont contents pour moi de me voir réussir dans un truc. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, tu as un vrai souvenir que ça a été un gros moment d'émotion, quoi. Ouais. Et tu te dis, c'est évident pour toi de faire l'école à Paris ou est-ce que tu envisages de repartir en région? À ce moment-là, non, je suis bien installé à Paris. La plupart de mes potes sont à Paris à ce moment-là aussi. Euh, et voilà, ma vie est ici. Et non, je me pose pas la question. Je considère aussi que c'est une chance de pouvoir apprendre ce métier-là à Paris, de faire le FB. Euh, alors que finalement, je sais même pas si j'ai pas la prétention de penser que l'enseignement est meilleur à Paris qu'ailleurs, mais Non, mais bon, après, si ta vie est ici, de toute ouais, façon. voilà, je me suis pas trop posé la question, je crois. Ça me paraissait naturel, ouais, de le faire ici, et puis en même temps, j'avais pas mal bougé les années avant, donc là, de me poser un peu à Paris, c'était bien aussi. Ouais. Et du coup, tes stages à l'école? Mes stages à l'école, donc une entreprise et un cabinet. Avec du recul, je crois que j'aurais aimé faire autre chose à la place de l'entreprise parce que j'avais déjà fait mon stage de fin d'études, fin de master dans une boîte sympa avec où ça s'était bien passé mais où ça m'avait pas plus séduit que ça. Mais bon, je fais une entreprise. Là encore, je trouve une offre de stage intéressante. C'est dans un gros groupe français, donc de la direction juridique, service propriété intellectuelle. Village Euh, de la justice toujours? je crois, ouais. Je crois. J'ai peut-être pas tellement diversifié mes sources dans mes recherches de stage. Non, non, mais. Village de la justice, toujours, ouais, il me semble. Et je postule, enfin voilà, je passe l'entretien, ça le fait. Je commence le stage, ça se passe bien, c'est intéressant, c'est un gros portefeuille de marque à gérer. J'apprends une autre facette. J'avais pas fait de la gestion pure de portefeuille de marque. Et là, voilà, c'est dans une fonction de juriste d'entreprise. Euh, mais bon, encore une fois, c'est pas. Il y a quelque chose dans le rythme qui me satisfait pas, quoi. Et cabinet? Et cabinet, village de la justice, là, j'en suis sûr, je me souviens un peu de l'annonce. Je vois, je passe plusieurs entretiens dans plusieurs cabinets, mais pas tant que ça en même temps. Pas tant que ça. Pas tant que ça parce que t'envoies beaucoup de CV et t'es pas beaucoup reçu ou pas tant que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres auxquelles tu déposes un CV? J'en vois pas beaucoup de CV, ouais. J'en vois pas beaucoup de CV. C'est drôle parce que dans ma tête, j'étais en train de me demander si tu avais essuyé beaucoup de revues dans ton parcours. J'ai l'impression que tu as. Je sais pas si c'est un filtre de comment tu racontes les choses ou si Mm. c'est ce qui s'est passé, mais j'ai un peu l'impression que tu as spoté des offres, que tu as envoyées et que ça a déroulé. Est-ce que tu as un souvenir d'avoir essuyé d'avoir galéré pour trouver des stages ou. Je crois que c'est vrai que jusqu'ici, j'avais quand même à chaque fois ciblé parce que, hormis mon stage de Master 2, les deux stages que j'ai fait après chez eBay et en droit de la presse chez Bigot, euh, c'était vraiment une candidature volontaire et au même titre que pendant ma licence, voilà, c'était vraiment, je pense qu'il y avait une motivation derrière qui était pas du tout générique, qui était vraiment singulière et peut-être que c'est pour ça que j'étais bien reçu aussi, je sais pas. Euh, et donc là, cette fois, effectivement, on doit trouver, voilà, finir l'école d'avocat par un stage en cabinet. Si, je me souviens quand même d'avoir eu un ou deux refus suite à des entretiens de stage. Et j'ai ce cabinet-là qui va pas mal conditionner la suite enfin, mon entrée en tout cas dans le métier d'avocat, où je suis pris dans un cabinet chez Desoulières Avocats, euh, cabinet d'Étienne Desoulières, où je suis accepté. Et là, encore une fois, euh, j'ai la chance de faire la rencontre de super personnes. Ça se passe très bien. J'apprends énormément. Beaucoup d'autonomie dans la pratique du métier. Je plaide mon premier dossier quand je suis élève avocat là-bas.
que je gagne d'ailleurs. Il m'a marqué celui-là. C'était pas le. Bon, c'est un dossier un peu généraliste, mais encore une fois, c'est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et droit de nouvelles technologies, mais avec une approche très entrepreneuriale du métier, euh, que ce soit du point de vue marketing ou enfin surtout du point de vue marketing et puis des outils et de la façon de gérer les dossiers, euh, la dématérialisation très poussée, etc. Et là encore, ça continue de me convaincre et en plus ça m'inspire un peu sur ce que pourrait être sur ce que pourrait être la suite. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où j'envisage vraiment de me mettre à mon compte à la sortie, quoi, je crois. Ouais. Tu, tu, tu t'es posé la question de la collaboration? J'ai souvenir d'avoir le CAPA et de devoir mettre à jour mon CV euh, pour aller passer des entretiens et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai pas eu envie de le faire, je crois. J'avais pas envie de ça et il faut dire que dans Étienne Desoulières, lui, c'était la première personne, le premier avocat que je rencontrais qui m'expliquait et qui me disait, lui, c'est de lancer tout de suite après le CAPA, avoir refusé une offre de collab et s'être mis à son compte. Et ce truc-là, ça m'a marqué. Ça t'a Et marqué dans le sens où tu pensais pas que c'était possible dans le sens où ouais, je l'avais pas envisagé, un peu par manque d'imagination peut-être, enfin voilà, on est tellement conditionné au principe même de la collaboration et que le métier d'avocat c'est comme ça et pas tellement autrement. Même si j'avais eu des expériences de voilà d'avocats qui étaient en exercice individuel et où ça se passait très bien pour eux, je savais que eux-mêmes n'avaient pas commencé en se mettant à leur compte tout de suite, avaient d'abord commencé par de la collab. Et donc je fais la rencontre d'Étienne qui lui m'indique avoir procédé de la sorte. Et au même moment, on était à l'école d'avocat avec les cours où je me souviens d'un intervenant nous tenir un discours vraiment qui m'a pas fait rêver quoi. Les 10 prochaines années, vous mettrez votre vie sociale entre parenthèses, ça va être dur, ça va un discours que beaucoup de jeunes ou futurs ou élèves avocats ou jeunes avocats ont entendu. Bon voilà. Et moi j'avais beaucoup de mal avec ce discours-là et je suis arrivé dans ce cabinet où il y avait cette bonne ambiance, il y avait ce mec qui s'était mis tout seul, qui s'était mis à son compte, qui avait eu le culot de refuser une offre de collab. Voilà, donc je me suis dit que ça me faisait quand même beaucoup plus rêver que l'autre discours, quoi. Et comme j'ai pu un peu toucher à l'autonomie dans le cadre de ce stage, en gérant, voilà, si ça sonnait, que je décrochais et que j'avais le contact avec le client, le premier contact, etc. Bon bah, si c'était à ma portée, c'était un dossier que j'allais pouvoir gérer moi euh, jusqu'à plaider un dossier, etc. Je me suis dit bon, je vais apprendre comme tout le monde et, et pourquoi pas essayer de faire pareil, quoi, de me mettre à mon compte et si ça marche pas, et ben je pourrais faire comme la majorité et rien ne m'empêchera d'aller postuler dans des cabinets pour chercher une collaboration, quoi. À quelle occasion est-ce que tu as eu cette discussion avec cet avocat? Tu te souviens? Parce que c'est pas forcément tous les maîtres de stage qui, tu vois, vous rentrez dans ce genre de discussion sur comment ça s'est passé pour eux au début, comment, enfin, un peu plus leur histoire personnelle, quoi. Donc, Mm. tu te souviens un peu du... Bah on mangeait donc c'est un petit cabinet enfin depuis il a développé son équipe d'ailleurs mais il avait deux collaborateurs avec lesquels j'échange toujours qui sont devenus ses associés avec enfin qui m'ont aussi d'une certaine façon toujours encouragé et soutenu dans les choix et aidé quand j'avais besoin et et que je remercie énormément pour ça d'ailleurs. Mais on était voilà, on partageait, on prenait l'apéro ensemble, on déjeunait ensemble le midi. Il y avait vraiment une super ambiance dans ce cabinet. Voilà, le soir, à une certaine heure, il y avait des horaires limite encadrés. C'était la première fois que j'entendais ça parce que quand je discutais avec les potes de l'EFB, personne ne rencontrait de situation similaire dans son cabinet, quoi. Le mec qui à 19h, bon, c'est bon, t'arrêtes de bosser, bon, sous condition que ce soit pas une urgence. Ça m'est arrivé quelques soirs de pousser un peu plus, comme tout le monde, mais c'était vraiment assez encadré. Et pour lui, c'était très important que tout le monde se sente bien.
dans le cabinet et que qu'il n'y ait pas d'horaire à rallonge quand c'était pas justifié et que voilà, on prend l'apéro et on discute. Et moi, comme je disais, assez curieux, je pose pas mal de questions. Et donc lui, voilà, voilà, c'est en répondant à mes questions. Ça se trouve, c'était autour d'un verre ou autour d'un déjeuner, je sais plus, j'avoue. Mais en tout cas, son exemple aussi m'a pas mal inspiré, ouais. Et il y avait une opportunité de collaboration chez lui? Non, c'est vrai que ça aurait peut-être changé la donne parce que je pense que j'aurais pu me voir là-bas, jeune collaborateur, mais je suis arrivé en stage et un mois après, sa collaboratrice partait en congé maternité et donc il l'a remplacée par une collaboratrice à temps plein et petite structure oblige, Ouais. ça collait mal dans le timing, quoi. Mm. Et donc, voilà, tu te dis que c'est possible et tu passes le CAPA euh, et tu te dis, bah, en fait, non, j'ai pas envie de chercher une collaboration, je m'installe. Ouais, j'ai pas eu envie de repasser des entretiens, je sais pas, j'ai pas eu envie de ça. Mais vraiment, Il y a eu une période de flou. je crois pas, franchement. Alors, je me suis pas précipité. De toute façon, entre le moment du CAPA et le moment où on peut avoir une date de prestation de serment, il y a un petit délai. Oui, mais en général, pendant ce délai, si tu sais que tu veux une collab, tu la cherches, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en plus, a priori, pour prêter serment, en tout cas à Paris, tu vois, tu as ce sujet Il te faut un de... contrat de collab ou une Ouais, adresse professionnelle. exactement. Donc, tu vois, il y a quand même un truc... Ouais, c'est une vraie question qui se pose, quoi. ouais. Mm. Ouais, bah, je crois que c'est vraiment à ce moment-là je prends vraiment conscience du fait que j'ai pas envie de chercher une collaboration. Euh, j'ai envie d'essayer, du moins, de me mettre à mon compte tout de suite. Je suis totalement conscient du fait que ça peut ne pas marcher. Mais bizarrement, ça m'effraie pas plus que ça. Euh, je me dis que j'ai pas grand-chose à perdre à essayer, quoi. Et donc, et également que si c'est pas maintenant, que voilà, si je rentre un peu dans le principe d'une collaboration, etc., je sais pas, j'en verrai pas forcément le bout. Et là, je suis là, j'ai pas de collab, j'apprends qu'il y a le CEDAP, la Centre d'affaires des avocats de Mm, mm, mm. Paris, qui propose une domiciliation à 100 balles par mois pour les 6 premiers mois d'exercice. Donc je me dis un peu, bon, bah, j'ai 6 mois pour essayer de faire marcher le truc, quoi. Donc je souscris à cette offre-là. Avec cette adresse professionnelle, j'obtiens, enfin voilà, j'ai la date de prestation de serment, je prête serment. C'est marrant, c'est sympa. Et puis je commence à bosser. Alors, je prête serment en février 2018, fin février 2018. Et j'ai mes premiers dossiers en avril-mai 2018, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe entre février et avril-mai 2018? À ce moment-là, j'avais lâché, je crois, mon appartement à Paris. J'étais retourné, parce que bon, bah, le coût d'un appart parisien. J'étais retourné en Bretagne. J'étais chez mes parents, il me semble, à ce moment-là. Et, euh, et puis, j'ai mon ancien maître de stage qui est au courant. On est toujours en contact ensemble. On se voit toujours à l'occasion. Je passe au cabinet, etc. Qui me sous-traite un dossier de procédure collective parce que je venais d'en faire. Je venais d'avoir un premier dossier perso en procédure collective et lui me sous-traite vraiment un gros dossier. Euh, Donc, rien à voir avec l'API. non, rien à voir avec l'API, ouais. Rien à voir avec l'API, c'est vrai. Mais il était au courant que j'avais eu ce dossier perso qui m'avait poussé à devoir un peu me documenter et développer une petite compétence en droit des procédures collectives. Et donc, il me confie ce premier dossier en sous-traitance. Comment il était au courant? Parce Parce que que comme toujours vous en discutiez de contact. temps en Et temps, tu voilà, dis, ah ben là, je travaille sur un truc. voilà, donc j'ai prêté serment. Ah, j'ai un premier dossier, c'est du droit des procédures collectives, Et machin. ce premier dossier en droit des procédures collectives, il est venu d'où? Il est venu de ma mère qui avait un locataire qui était en liquidation judiciaire dans un bail commercial et qui quittait, qui quittait les locaux
Et donc, j'avais dû faire une inscription, déclaration de créance pour inscription au passif de la société, etc. Et c'était assez sommaire hein, en soi. Et puis c'était presque pas payé, tu vois. C'était pour ma mère. Et donc, juste le fait d'avoir discuté de ça avec lui, mon ancien maître de stage, il a pensé à moi quand il a eu ce dossier qui est rentré et qui était en fait un dossier assez important, donc qui a impliqué aussi un travail de recherche supplémentaire de ma part, mais qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, quoi. La première vraie facture, voilà, la première facture un peu conséquente, etc. Et donc là, quand tu dis que c'est ton ancien maître de stage, donc c'est ton ancien maître de stage de D'élève, Rennes, d'élève d'élève avocat, avocat. Ouais, donc ouais, ouais. du Soulière, Ouais, désolé, ouais. des Oulières, pardon. Ouais. Ok. Donc ça, première chose premier dossier qui tombe et qui te permet de vraiment mettre le pied à l'étrier. Mhm. Et ensuite, comment t'envisageais ton développement? Enfin, enfin voilà, comment tu te projetais quoi? Je me suis inscrit sur pas mal de plateformes de mise en relation justiciable avocat, Mhm. au fonctionnement plus ou moins efficace. Tu veux développer? Bah, certaines des plateformes ont un modèle différent. Enfin voilà, ils ont tous un modèle qui est un peu différent. Il y en a certaines, ouais, où ça me permet vraiment d'avoir des clients, d'avoir des dossiers supplémentaires, un peu plus généralistes. Donc là, j'ai toujours l'appétence pour la propriété intellectuelle et particulièrement le droit des marques et le droit d'auteur qui fait que je vise ces dossiers-là, mais faut dire ce qui est, on se lance, etc. Au début, on prend un peu des dossiers. Si on se sent à même de pouvoir le faire, bon, on le prend, même si c'est pas cette spécialité-là. On n'est pas, je pouvais pas me permettre de faire trop le difficile, mais en même temps, je voulais m'appliquer à pas être généraliste. J'avais une ligne de conduite qui était, enfin voilà, avec pour ambition d'être vraiment avocat en propriété intellectuelle. Donc, je voulais pas perdre cette chose-là, cette matière, mais plus depuis depuis les études. Euh, donc je fais ça, je fais donc les plateformes de mise en relation m'apportent des clients, je fais des consultations gratuites sur la place de l'hôtel de ville où il y a des opérations en partenariat avec la mairie de Paris. Donc je fais ça et là pareil, là j'ai des dossiers en droit commercial qui rentrent comme ça et voilà, je pratique, je prends confiance aussi et en fait il y a un effet un peu boule de neige. Quand tu dis que tu prends confiance, tu prends confiance tu vois, euh, dans le fait que tu peux délivrer les dossiers, dans le fait que tu t'en sors par rapport à la relation client, enfin, tu vois. Ouais, alors confiance, ouais, effectivement, je pense la relation client. Après, je dialogue facilement avec les gens. Je pense que c'est ce qui m'a amené vers ce métier. Mais euh, voilà, on prend confiance en soi. On se rend compte que finalement, au bout de quelques mois, enfin, voilà, on est vraiment avocat et qu'il faut assumer. Et T'as eu du mal à le dire au début que t'étais avocat, à sortir ta carte, tu vois, à faire ces démarches ou c'est venu assez vite? non, non, c'est venu assez vite, mais on n'est pas toujours pris au sérieux. Enfin, dans un entourage proche, on n'est pas forcément pris au sérieux dans la démarche. Et puis, elle est un peu atypique cette démarche de se mettre à son compte tout de suite. Ça a Euh, inquiété tes proches? Ça inquiétait, je crois pas. Je dirais pas ça, mais je pense que certains étaient sceptiques, ce que je peux comprendre, ce que je comprends tout à fait. Euh, Mais non, je parlerai pas d'inquiétude, mais peut-être que certains étaient sceptiques, d'autres m'encourageaient bien, et bon, de toute façon, voilà, j'avais j'avais envie de ça déjà, et puis j'avais quand même confiance en moi et en mes capacités à y arriver. Et puis encore une fois, je me disais que si ça le faisait pas, bah, je, je, Tu ferais autrement. je ferais autrement, je tenterais une collaboration, et voilà. Et tu dis que sur ces plateformes de mise en relation, tu essayais de concilier le fait que, bon, ben, voilà, il faut prendre les dossiers parce qu'il faut faire tourner quand même son activité, mais quand même de concilier cette ouverture par nécessité à quand même une certaine ligne directrice pour resserrer, recentrer vers la propriété intellectuelle. Comment est-ce que tu faisais ce jonglage, cette conciliation sur
Est-ce que c'était une manière de présenter ton profil sur ces plateformes? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu as eu un peu une démarche de te dire, OK, par rapport à qui je cible, par rapport à comment est-ce que je veux développer derrière, tu vois? Bah, tu reçois le plus souvent, enfin, sur ces plateformes, tu reçois des demandes de devis identifiées dans des secteurs d'activité, enfin, dans des spécialités juridiques. Et donc, voilà, j'essayais au maximum de convertir les demandes de devis, les prospects en propriété intellectuelle. J'essayais de les convertir en clients. C'est aussi euh, bête que ça. Euh, Même si, du coup, on est en concurrence avec beaucoup d'autres avocats inscrits sur ces plateformes-là. Donc, parfois le prospect devient un client et parfois non. Et Et, c'est le jeu. et comment tu vivais justement le taux de refus? Je le vivais pas si mal. Parfois, c'est vrai qu'on voit un devis, on se dit, enfin, ouais, parfois le prospect donnait pas suite et on n'a plus de nouvelles du jour au lendemain. Et puis bon, bah, ça fait partie du jeu. Je veux dire, j'étais pas choqué par ça. Je sais pas, bon, en tout cas, ça me permettait toujours de pouvoir proposer des solutions et peut-être d'affiner un peu le discours aussi. C'est aussi, ça fait partie de la pratique en fait. Donc à chaque fois, c'est Qu'est-ce que tu veux dire par affiner le discours? à savoir être mieux à même de se présenter déjà rapidement, soi-même, son activité, parce qu'il y a un lien de confiance quand même qui est important avec avec le justiciable et encore plus, je pense, quand on se rencontre, quand on ne se rencontre pas, qu'on est à distance sur une plateforme, qu'on échange des messages, des mails ou direct au téléphone et qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Euh, donc c'est important, je pense, ouais, de véhiculer de la confiance, une forme de sérénité, et puis d'être déjà à même de délivrer des conseils juridiques pertinents liés à la situation rencontrée par cette personne. Et donc, bah, chaque tentative, presque, c'est toujours une pratique supplémentaire, quoi. Mm, mm. Une expérience supplémentaire. T'as le souvenir de fois où tu t'es dit, ah tiens, ça marche, ou ça marche pas. Des trucs un peu comme ça. Euh, Non, là concrètement, non, j'ai pas, je saurais pas te dire. Et t'es encore sur ces plateformes aujourd'hui? Oui, j'y suis encore parce que il y a une demande très forte, mais en réalité, je disais ça il y a pas longtemps à un ami, mais je tente même plus de convertir, je m'en sers plus si tu veux. Je suis toujours inscrit dessus, je reçois des demandes de devis, mais j'ai plus forcément le temps de m'en occuper. Mais par contre, ça me met aussi en confiance dans la mesure où ça me permet de me dire que si demain je devais avoir un vrai trou d'activité, il y a un potentiel là de clients qui ont besoin d'un avocat. Donc, quand tu dis que tu reçois encore des demandes de devis via ces plateformes et que tu t'en occupes plus, genre tu prends même plus la peine de répondre à leurs demandes de devis? Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, t'es vraiment. C'est marrant. Bah, je les reçois parce que T'es même plus dans une démarche de ben voilà, je vais pas faire d'efforts de vente poussée, enfin de vente entre guillemets, enfin voilà, je comprends, ouais. je vais pas faire, voilà, mais quand même, je leur envoie mon devis. Après, ils prennent pas, tant mieux, tant pis. Mais mais ce qui est, enfin, ce qui peut être, enfin, ce qui est d'une certaine manière très bon signe pour ton activité, parce que ça Ouais. veut dire que du coup, tu as appris une énorme autonomie par rapport à ça en termes d'apport client, et même euh, que dans ta démarche d'acquisition de nouveaux clients, tu es, dans une démarche vraiment très ciblée plutôt que je reçois et donc je laisse aussi une certaine activité. Ouais, ouais, plus une certaine activité qui serait plus généraliste, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, qui vient de clients qui viennent à moi. Enfin, parce que tu peux aussi, tu vois, te mettre sur ces plateformes en mode sur tes pratiques très spécifiques que tu veux dérouler aujourd'hui, en, je sais pas, propriété intellectuelle, droit des Mm. marques, enfin, sur les trucs que tu veux développer. Et après, ben, tu vois, des clients auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, que tu n'as pas forcément envie de démarcher, qui sont pas forcément dans la cible que, Mm. te dire, ben voilà, s'il y a des personnes qui veulent me contacter sur ces problématiques-là, qu'elles me contactent et moi je leur envoie un devis. Après, du coup, tu as la marge de négociation, enfin, tu as le pouvoir de négociation que si ça leur va,
ça leur va pas, c'est pas ton problème, tu vois. Genre, Ouais, je vois. et donc ça qui n'implique pas l'effort de vente un peu supplémentaire où tu essayes de, tu vois, de négocier et tout. Mais Mm. donc voilà, je le souligne, mais c'est vraiment pas du tout, Ouais, ouais. c'est une critique ni rien, vraiment. Je pense que la dernière fois que j'ai l'intérêt aussi de recevoir ces demandes de devis toujours, je pourrais être totalement désabonné et ne plus recevoir dans ma boîte mail et c'est que quand même de temps en temps, je me dis que s'il y a un dossier intéressant, j'ai eu des dossiers intéressants via ces plateformes-là, en propriété intellectuelle. Ouais. Pour certains, ça a créé un lien. Enfin, certains sont devenus des clients, des clients réguliers. Ouais. Donc il y a, je pense que ça peut être très pertinent ces plateformes-là. Et je sais plus, mais je pense que la dernière fois que j'ai dû envoyer un devis et on va dire transformer l'essai, ça remonte à plusieurs mois, ouais. Ça remonte à plusieurs mois. Là, enfin, ouais, ça fait peut-être 6 mois ou ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas, que je m'en suis pas servi, quoi, Mm. concrètement. Donc tu dis qu'au début, pas mal ces plateformes qui t'ont amené pas mal de dossiers, Mhm. que tu as un peu appris à créer ce lien avec des personnes qui te contactent alors que tu es un parmi beaucoup. Ouais. Est-ce que cet exercice, enfin j'imagine que ça a dû beaucoup t'apprendre du coup cet exercice bah, de vente quoi. Qu'est-ce que t'en as retenu? J'en ai retenu que qu'en tant qu'avocat, on est un prestataire de service aussi. Et au-delà de l'aspect auxiliaire de justice, etc., c'est une prestation de service qu'on vend aussi, notamment dans le cadre de conseil, d'une activité de conseil. Et donc, voilà, savoir, là, j'en reviens plus un peu à l'aspect entrepreneurial, mais savoir se conformer aux besoins d'un client, la réactivité que ça peut demander. Et parfois, on reçoit sur ces plateformes-là, justement, on va recevoir une demande de devis, on peut être en train de bosser sur un truc, ça m'intéresse, demander d'accéder aux coordonnées ou envoyer le devis et échanger dans les 5 minutes qui suivent, être au téléphone avec cette personne-là pour échanger sur sa problématique. Euh, mais voilà, savoir qu'on est aussi là pour se conformer aux attentes d'un client, euh, savoir répondre à ses interrogations, même très brièvement, dans un premier temps. Donc ça m'a appris, je pense, une réactivité, une disponibilité et puis toujours savoir s'adapter rapidement. Hmm. À partir et donc il y avait cet axe-là de développement via les plateformes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Donc tu disais aussi donc les permanences, Les les conseils permanences, juridiques et donc permanences gratuites. ça t'a permis d'avoir des clients ensuite par la suite aussi Ouais, de j'ai eu des transformer les clés. dossiers. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Ça m'a permis d'avoir des dossiers, d'avoir des clients qui le sont pour certains toujours aujourd'hui. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'un client que j'avais aidé donc on était en 2018, l'année de ma prestation de serment, où j'avais fait cette opération sur le parvis de l'hôtel de ville, dans des tentes. Voilà, c'était une consultation en droit commercial et la personne derrière avait demandé à ce que je m'occupe de son dossier et je l'avais fait. C'était du pré-contentieux ici, donc là, il avait fallu faire de la négociation, etc. Et ça avait bien abouti pour lui. Et on en était très content. Et il m'a appelé il y a un mois de ça. Euh, il pensait que je me souvenais plus de lui, etc. Et alors que si, je m'en souvenais très très bien de lui, de son dossier, etc. Et là, il voulait quelques conseils dans le cadre d'un autre précontentieux. Euh, mais ouais, voilà, c'est consultation gratuite et puis toujours ce truc euh, de brasser de l'air un peu, quoi. C'est pas en restant dans son coin qu'on brasser de l'air dans le sens positif du terme, c'est-à-dire euh, de- bouger, rencontrer des gens, discuter et Donc toi tu faisais ça comment, outre les plateformes et le parvis et ce genre de démarche? Comment hmm, est-ce que tu brassais de l'air? bah, Et même aujourd'hui encore, comment est-ce que tu brasses de l'air? Mais j'imagine que ça a dû un petit peu changer entre. en parlant en fait, en parlant beaucoup aux gens, enfin en multipliant les interlocuteurs sur la propriété intellectuelle. Enfin, ouais, je pense que c'est ouais, vraiment multiplier multiplier les interlocuteurs, assister à des conférences, à des formations,
Au barreau de Paris, il y a des formations intéressantes, discuter avec des confrères, échanger des cartes parfois, même si je suis pas obsédé de la carte pro, ouais, je crois que, enfin, parler pas mal de ce qu'on fait à son entourage, euh, faire jouer le réseau, faire jouer le réseau aussi, et je pense que ça marche, quoi. Donc quand tu dis faire jouer le réseau, parler aux personnes que tu connais de ce que tu fais, de ce sur quoi tu travailles en ce moment, de ce sur quoi tu veux travailler, de Ouais, tout ça. exactement. Ouais, ouais, exactement. Savoir eux aussi ce qu'ils font, c'est pas que parler de soi, c'est aussi s'intéresser beaucoup à ce que font les autres, aux problématiques que tel pote qui bosse dans une boîte, en discutant avec lui, t'apprends que qu'ils ont tel problème, qu'ils rencontrent tel problème récurrent dans leur boîte, et en fait se rendre compte que c'est un problème dans lequel tu pourrais les assister, les aider, et puis en fait peut-être que peut-être qu'ils deviendront des clients. Alors c'est pas le faire de façon forcément intéressée, hein, encore une fois. Je pense que c'est important d'être curieux, quoi, de poser des questions, de s'intéresser aux autres, d'échanger, et naturellement, presque, ça peut avoir un côté vertueux, quoi. Mm. Et au bout de combien de temps est-ce que tu t'es dit que ton activité était viable? Assez vite, en fait, quand j'ai pu faire une première facture, je me souviens, j'étais hébergé chez des potes, donc j'étais revenu sur Paris et j'avais des potes qui m'hébergeaient pendant 4 mois. Et j'avais eu cette première facture dans mon dossier de sous-traitance, et j'avais facturé donc sur une mission qui m'avait pris une semaine, un truc comme ça, ou 10 jours peut-être de travail. J'avais facturé 1500 balles ou 1450, je crois précisément. Comment Et t'avais, tu vois, comment t'avais posé ces honoraires? bah, c'était en sous-traitance, donc c'était en concertation avec l'avocat qui me sous-traitait le dossier. Fallait que ça colle au budget de son client, fallait que ça colle pour lui. Donc je me suis un peu laissé guider, et en même temps, je voulais aussi valoriser le temps passé sur le dossier, bien entendu. Et voilà, il y avait ce montant-là sur lequel on s'était accordé. Et je me souviens voilà, c'était la première fois d'un truc tout seul, bien que pas totalement tout seul, puisque c'était pas mon client. C'était, encore une fois, j'étais en sous-traitance. Mais voilà, j'avais réussi à produire ça. Et ça m'avait généré tel revenu. Et c'était une grosse satisfaction. Et là, je me suis dit vraiment que ouais, il y avait tout à fait moyen d'en vivre. On rentre une facture, alors c'est du brut, hein, mais voilà, en 10 jours, on a réussi à générer une facture de 1300 ou 1450 euros. Et les potes chez qui j'étais l'avaient prise, et me l'avaient imprimée, me l'avaient encadrée, et je l'ai toujours chez moi. C'est ma première facture avec l'entête de mon cabinet, etc. Tu vois. Et c'était très satisfaisant. Mm. Donc assez vite, tu t'es dit, ça va le faire, je vais y arriver, quoi. Bah, je me suis dit en tout cas que ouais, que je peux y arriver. Ouais. Euh, je venais de l'expérimenter, et donc qu'il fallait que je persévère dans ce sens-là, quoi. Donc toujours échanger avec cet avocat, échanger avec d'autres, notamment l'avocat chez qui j'avais fait des stages en licence, etc. euh, et qui m'a voilà informé en fait tous ces gens-là de ce que je faisais, du fait que je venais de me mettre à mon compte à Paris dans voilà, propriété intellectuelle et droit commercial, et voilà, eux aussi m'ont envoyé des clients. Ouais, t'as vraiment vu cet effet où t'informes et du coup, les gens Ouais, pensent à toi et ouais, t'envoient des clients, ouais. ouais, totalement, ouais. Et encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, ouais. Et donc, comment est-ce que donc, enfin, comme tu dis, hein, j'imagine qu'en t'intéressant aux autres, du coup, enfin, c'est toujours un échange. C'est pas juste toi qui dis coucou, je fais ça. Ouais, ouais. Mm, Mais donc, on en revient sur ce fait d'une manière ou d'une autre, dans les échanges, de dire ce qu'on fait et ce sur quoi on travaille, quoi. mm. Et au bout de combien de temps est-ce que tu as eu l'impression que ta clientèle était moins une clientèle qui dépendait des plateformes, donc tu vois, un peu du tout venant, et où tu as eu l'impression que tu arrivais à resserrer vers ce que tu ou vers la clientèle que tu voulais adresser, ou vers les problématiques que tu voulais adresser, les deux pouvant être liés d'ailleurs. Enfin,
Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je voudrais travailler plus particulièrement pour des entreprises ou des particuliers de tel secteur? Est-ce que tu t'es plutôt dit, je veux surtout travailler sur tel type de problématique? Et tu vois un peu comment est-ce que ça s'est fait, le glissement vers quelque chose de plus choisi? Je crois que ça s'est fait, encore une fois, ça s'est fait assez naturellement, de par, de par ce que je pouvais dire comme, enfin, délivrer comme information à l'entourage professionnel, voilà, ce vers quoi je voulais vraiment m'orienter. Et naturellement, ça a attiré ce genre de dossier. Mais je te pose pas cette question innocemment parce que moi, je sais que quand j'ai un avocat, enfin, quand je discute avec des avocats et que je sais très clairement, de manière assez précise, ce sur quoi ils interviennent, euh, et que c'est pas juste je fais du droit de la propriété intellectuelle, mais que ça peut être, tu vois, que c'est vraiment plus précis, quoi, dans la manière de dire, ou en évoquant un secteur ou un type de problématique assez spécifique et tout. Je pense beaucoup plus facilement à ces personnes Ouais. quand, d'une manière ou d'une autre, autour de moi, le sujet vient et qu'on est amené, ce qui arrive assez souvent, à me demander, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait Ouais. plutôt ça? Ou même tout simplement quelqu'un qui parle et je dis, ah bah tiens, je connais un avocat qui travaille là-dessus et donc, pouf, je donne les coordonnées. Et donc, en fait, c'est pas anodin que tu dises, eh bien que voilà, toi-même, en affinant ton discours, et ça a affiné aussi les dossiers qu'on t'a envoyés. Enfin, ça sert à ça, en fait, de resserrer Ouais. son positionnement aussi dans la manière de dire ce qu'on fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que c'est aussi, voilà, en parlant un peu de ces dossiers avec ses confrères, avec des artistes que j'ai pu rencontrer, enfin, parler de ces dossiers de manière confidentielle, toujours, des déontologies oblige, mais être un peu dans le concret quand on raconte ce qu'on fait, sur de la violation de droits d'auteur, sur des atteintes, sur de la contrefaçon de marque. Sur de la concurrence déloyale sur du parasitisme. Enfin, vraiment donner des exemples concrets de son travail, mais c'est aussi parce que dans l'entourage, on va me poser la question. Et qu'est-ce que tu fais? Et Quel en genre quoi de ça problématique consiste tu traites? Sur quoi tu bosses en ce moment? Des questions que peuvent me poser des potes, aussi bien que de la famille ou des potes de la famille ou des confrères ou voilà. On m'apporte des dossiers comme ça aussi, quoi. Mm, mm, mm. Mais c'est vrai que au même titre que je peux être curieux, quand on est curieux avec moi, voilà, je bavarde facilement, Je vois ça. voilà, ouais, je pense que c'est encore une fois, ça crée un cercle vertueux et encore une fois, ça, j'en reviens au fait de brasser, de discuter, d'échanger, et c'est sûr que rester dans son coin quand on est dans l'optique de créer sa clientèle et de se mettre à son compte, c'est compliqué, je pense. Mm. Et, euh, et donc au moment de resserrer, donc tu expliques que ça s'est fait par ça, par ce brassage et ce positionnement. Et donc toi, vers quoi est-ce que tu voulais aller justement? Et même aujourd'hui encore, vers quoi est-ce que tu veux aller? Mais quand on se replace dans une perspective de comment est-ce que tu as développé ton cabinet, comment est-ce que ton exercice a évolué, voilà, vers quoi est-ce que tu voulais aller? Bah, je voulais aller vraiment sur. J'avais pour objectif de développer une clientèle ma clientèle, quoi, mon développement de clientèle sur les secteurs qui m'intéressaient vraiment, à savoir le droit d'auteur, le droit des marques toujours du droit commercial. Euh, donc voilà, j'ai pas mal communiqué autour de ça enfin, dans mon discours. Et, euh, et puis sur les réseaux également. Euh, j'évoquais, euh, j'évoquais tout à l'heure avant l'interview le rôle d'Instagram aussi, où j'ai Ouais. pu, pour ce qui est de la clientèle d'artistes, j'ai pu échanger directement. Donc, c'est bien que tu mettes le sujet sur la table parce que, euh, donc, quand tu parles d'artiste, tu te disais, voilà, moi, je veux travailler sur des problématiques de droit d'auteur,
droit commercial, droit des marques. Mm. Donc tu parles d'artistes. Et donc, enfin voilà, quels artistes, enfin, tu vois, comment est-ce que tu as un peu fait Je, ça, quoi? je parle d'artistes et de marques. Donc, pour ce qui est des artistes, très concrètement, ça peut être euh, des artistes que je suivais sur Instagram depuis, Ouais, pour certains, plusieurs années. Et puis, parce que j'aimais leur travail. Et donc, ouais, juste avant, je parlais de clientèle, mais mon objectif, c'était idéalement, enfin, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est si je pouvais avoir enfin, voilà, une clientèle composée quasi exclusivement de sociétés dont j'aime le produit, dont j'aime la marque, l'histoire, etc., d'artistes dont j'aime le travail. Et c'est plus facile de conseiller et de défendre voilà, des projets auxquels nous-mêmes on adhère. Euh, et donc, voilà, concrètement, ça pouvait être un artiste que je suivais depuis quelques années et qui un jour met sur Instagram se plaint du fait qu'une société a copié son travail, etc. Donc, très concrètement. Et puis, bah, moi, je réagissais et je le contactais en lui écrivant à ma manière, en expliquant que j'étais avocat en droit de la propriété intellectuelle, en droit d'auteur là en l'occurrence, et que ça s'apparentait à une contrefaçon et que s'il avait besoin d'aide, bah, je pouvais l'aider quoi. Et, euh, et je l'ai fait comme ça de façon un peu naïve, enfin ou instinctive. Et puis j'ai pu être enfin, surpris, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avais des retours positifs et quelques jours après, je rencontrais cet artiste-là et dont le travail me plaît toujours autant et on buvait un café et il sollicitait mon aide pour plusieurs dossiers. Et c'est toujours un client aujourd'hui, et ça fait plus de 2 ans maintenant, je crois. On en parlait la dernière fois. Et voilà, ce mécanisme-là, cette façon de faire, finalement, je l'ai reproduite et ça m'amène encore des clients aujourd'hui. Et puis maintenant aussi, c'est que entre eux, finalement, puisque après, ils se parlent. ouais, ils se parlent et en tout cas, j'ai rencontré des succès dans ces dossiers-là et ça m'a servi pour la suite, c'est clair. Euh, Puisque eux-mêmes sont à même de pouvoir transmettre à leurs potes qui font des jobs similaires ou pas du tout, mais que voilà, que je peux les aider, quoi. Mm. Et donc, ça, progressivement, ça fait que cette clientèle idéale, d'une certaine manière, s'est constituée. C'est constitué, ouais, et ça continue aujourd'hui. Et pour certains, c'est devenu des potes et, et c'est super comme ça me va vachement. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question qui était de vers quoi je tends, etc., c'est vraiment ça. J'aimerais, au même titre que conseiller des marques voilà, dont j'adore le savoir-faire et dont j'admire le savoir-faire et là encore l'aspect entrepreneurial, que ce soit des jeunes boîtes ou des moins jeunes, hein, mais dont j'aime le service qu'ils proposent, l'histoire qu'il y a derrière, etc. Et c'est j'ai de la chance de pouvoir bosser avec des gens comme ça, quoi. Ouais. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'on bosse ensemble. Autant la partie contentieuse ou voilà intervenir à un moment de la vie d'une boîte ou d'un artiste où il rencontre un vrai problème contentieux, où voilà il y a une contrefaçon de ses droits mais il y a aussi en amont sur certaines problématiques l'aspect plus conseil parce que je fais autant de conseils que de contentieux. Euh, et l'aspect conseil dans le développement de partenariats avec une autre marque, et avec des marques super intéressantes parfois, et on se rend compte que finalement, tout seul, on est amené à, à être dans un écosystème vraiment. On arrive là pas par hasard, parce que c'est le fruit de beaucoup de choses finalement, de choix, de beaucoup de choix, et puis toujours un peu cette chance, ou je sais pas, qui fait qu'on en est là et que c'est très intéressant. Tiens, et si on faisait un gros coup de provoquer sa chance, est-ce qu'il y a un artiste et une marque pour qui tu rêves de bosser? Euh, Choisis bien qui tu vas citer, hein. La vache. Un artiste et une marque pour lesquels je rêverais de bosser. Mm. Ah, tu me poses presque une colle là. Tu vois, peut-être que j'ai T'as pas assez rêvé encore. pas assez choisi ou tu vois, non, mais il y a des artistes dans le street art, par Vas-y, un exemple, nom. JR, dont j'aime beaucoup le travail, Ok, donc
Le jour où tu travailles pour JR, tu m'envoies un petit message. Ah ben non, tu pourras pas, secret professionnel, mince. Mais bon, bref. Tu Lui-même, trouveras un code. il faudrait que je trouve un code, ouais. Ok, donc JR pour un artiste. JR, il fait du super bon boulot, mais il doit rencontrer des problématiques, hein, mais je sais pas, j'aime bien, au-delà du travail, j'aime bien la vision que peut avoir un artiste, j'aime bien toujours apprendre aussi dans les trucs, rencontrer des mecs où on savait même pas que des gens faisaient ça comme art ou que on savait pas que qu'une société proposait tel type de service euh, c'est toujours une forme d'apprentissage, quoi. Mm. Et Et je crois donc que, là, on a dit un artiste et une ouais, marque. Une marque pour qui t'adorerais bosser. une marque pour laquelle j'adorerais bosser. Putain, c'est encore une colle, ça. Ouais, c'était une question avec 2 cols. Je sais pas, il y a des marques très emblématiques qui, à mon avis, rencontrent beaucoup de problématiques très intéressantes. Dans le sportswear, ça pourrait être Nike. Ok, Euh, vas-y. Nike. Nike avec plaisir. Euh, mais ça me paraît pas infaisable, hein, loin de là. Bah non, mais je te pose pas cette question pour te moquer Hmm. de toi, hein, Ouais, ouais, pour ouais. me moquer de toi, pardon. C'est une vraie question. C'était une vraie question. Mais avec le temps de la réflexion, je pense que je pourrais te sortir d'autres artistes et d'autres marques, mais il y en a beaucoup qui poussent l'innovation assez loin, qui expérimentent plein de choses et je trouve ça passionnant. Après, ça peut être des nouvelles problématiques juridiques aussi, mais bon. T'as le souvenir d'un client ou d'un dossier ou de plusieurs d'ailleurs où t'as vraiment, tu vois, ce que tu as appris au-delà du droit à travers eux sur une industrie, sur un secteur, sur une activité, où ça t'a, tu vois, vraiment enthousiasmé. Ouais, j'en ai un. Qui est une marque que j'admire beaucoup de par son caractère novateur et, euh, et par la richesse, la beauté de son histoire. C'est un maltier à Paris, maltier et maroquinier de luxe à Paris. Et qui rencontrait des problématiques de concurrence déloyale. Euh, Très intéressant, super intéressant et l'univers de cette marque la qualité de leur savoir-faire et la beauté de leurs locaux et la richesse des intervenants euh, m'ont vraiment beaucoup plu et je me suis dit avoir ce client-là, c'était une vraie avancée moi dans mon cheminement j'avais déjà des sociétés en client, mais c'est vrai que là, c'était gros, quoi. Et c'était voilà, pays et concurrence déloyale, enfin, du pur à fond dans mon cœur de métier et super enrichissant, ouais, super enrichissant, autant sur le plan humain que apprendre comment fonctionnait cette boîte et apprendre plus sur leur savoir-faire et hyper enrichissant aussi sur le plan juridique parce que c'était euh, un dossier un peu technique. Et est-ce que, est-ce que le fait de travailler avec des artistes, avec des marques, et par rapport au secteur dans lesquels j'ai l'impression que tu gravites, qu'est-ce que ça a infusé dans ta pratique? Est-ce que toi, est-ce que tu as développé une réflexion autour aussi de je dois être une marque, mon cabinet doit être une marque, certaines peut-être choses même graphiquement, enfin tu vois, je sais pas, est-ce que ça a déteint sur ton exercice d'une certaine manière cette clientèle et ce secteur dans lequel tu évolues? Ouais, ça a déteint son exercice puisque c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire en tant que mandataire d'artiste au barreau de Paris, euh, puisque je conseillais et défendais des artistes, que je conseillais ou défendais des marques. Bah, je me suis dit il y avait une synergie possible entre tout ça et essayer de créer des partenariats et essayer de tendre toujours plus sur ce milieu artistique et enfin tendre vers ce milieu artistique et donc ouais totalement ouais, c'est ce qui m'a poussé à faire du mandat d'artiste
Donc j'ai commencé en 2020 et à vouloir faire exposer. J'étais entré en discussion avec un mec qui avait une salle sur Paris et j'ai fait exposer un client photographe qui est depuis devenu un pote. Bon, malheureusement, cette expo a commencé une semaine avant le premier confinement. Donc elle n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a permis de voir que en essayant de faire quelque chose que je voulais faire, très rapidement, ça s'est réalisé, ça a pu se faire. On a lancé cette expo-là. Donc, pour être toujours plus concret, moi j'aime bien les choses très concrètes, tu te dis, ok, j'ai des marques, j'ai des artistes, il y a des synergies entre les deux sur ce qu'on peut faire ensemble. Synergie possible, ouais. Ça peut passer par cette activité de mandataire d'artiste. Toi, déjà, cette activité accessoire, enfin, c'est pas une activité accessoire, c'est les nouveaux, je sais plus comment on appelle ça, les nouvelles possibilités pour les avocats, là, les nouvelles activités possibles. Bon, bref, peu importe. Nouveau mode d'exercice, ouais. Ouais, tu t'en avais entendu parler puisque tu as vu passer le truc, tu t'es formé. J'étais allé à une formation, ou un colloque plutôt, à la maison des avocats. Il y a vraiment des colloques pas mal organisés par le barreau de Paris. Et c'était sur, précisément, le titre du colloque, c'était mandat d'artiste, mandat de sportif, les nouveaux exercices réglementés de la profession d'avocat ou quelque chose comme ça. Et donc j'y suis allé, j'ai écouté les intervenants et c'était très intéressant. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et Ça donc, peut coller avec ce que je fais et tout. ouais, Donc, tu t'inscris. ouais, Euh, et là, t'en parles à tes clients des deux côtés, j'imagine. Maintenant, je suis mandataire. ouais, Ça, tout à je peux fait. faire ça ou ça pour vous. Donc, Mm. tu leur présentes un peu l'offre de service qui va avec cette activité. Voilà, c'est des artistes d'abord que je défendais ou que je conseillais. Et puis là, c'est de leur dire, bah, je peux également vous apporter des contrats, essayer de promouvoir votre art, en fait. Mm. Euh, et donc, il y a quand même une logique. Enfin, pour moi, c'est un peu connexe à la profession d'avocat en propriété intellectuelle. Et ça fait partie c'est encore un autre aspect du métier, quoi. Et c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce métier d'avocat, et en particulier en l'exerçant de façon individuelle, c'est que enfin, on peut un peu aller là où on veut. Et on a surtout la liberté d'expérimenter ce qu'on veut expérimenter, et ce qui est à mon avis peut-être plus difficile quand on est collaborateur, mais même si encore une fois j'ai pas été collaborateur, Oui. donc Non, mais là, on parle que de toi. Mais en tout cas, je comprends que cette liberté offerte par la profession d'avocat soit parmi les choses que tu soulignes. Et pour en ouais. revenir à cette histoire de mandataire d'artiste, donc tu leur expliques ça. J'imagine qu'il y en a qui te disent bah ok, grave, partant. Mhm. Et là, par exemple, prenons le cas très précis de cette exposition que tu as organisée. Donc, tu as un artiste, un photographe qui accepte que tu sois son mandataire. Ouais. Et là, comment tu as organisé cette expo? Enfin, comment t'as pensé cet événement et ce travail? Bah, il avait fait une série en fait qu'il avait déjà eu l'occasion d'exposer, appelée Les Nouveaux Olympiens. Donc c'est autour du sport et principalement de la boxe, boxe anglaise, que je pratique, et c'est là où je l'ai rencontré, ce photographe. Et je trouvais, encore une fois, j'en reviens au fait d'aimer déjà leur travail, en fait. Je trouvais sa série superbe, je trouvais j'aimais beaucoup son travail. Et je me suis dit qu'il faudrait essayer lui, il avait organisé une petite expo dans les locaux d'une société. Sa série Les Nouveaux Olympiens était exposée là, et je me suis dit, bah, on va essayer de trouver d'exposer ailleurs, quoi. Et j'ai trouvé une salle de sport dans Paris, une salle de sport assez haut de gamme que je connaissais pas, ou qui proposait notamment des cours de boxe, et qui avait la particularité d'avoir tout un espace dédié à l'exposition d'artistes. Bah oui, c'est pour l'expérience haut de gamme, luxe pour ses clients. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est aux antipodes de la salle de boxe où je pratique et où on s'est rencontrés, mais qui est elle tout à fait modeste, mais très très sympa.
Et donc, je contacte le propriétaire de cette salle-là en lui expliquant, en fait, encore une fois, hein, je crois que j'ai peut-être contacté sur Instagram ou je sais plus, et de façon assez directe et naturelle. Et donc, il est intéressé. Donc, je le rencontre, je lui présente le travail de l'artiste, les tirages en question. Et, euh, et, euh, et il accroche quoi. Donc bah, on essaye et puis on y va. L'artiste est enchanté. Moi, je venais d'être mandataire depuis quelques jours ou semaines et puis voilà, j'avais déjà la concrétisation d'un premier projet. Ça avait été assez rapide et qui encore une fois me confortait dans le fait que, enfin, me confortait dans mes choix toujours. Donc on avance et il accroche ses photos dans la salle, il y a de bons retours, ça plaît, etc. Et puis là, bon, confinement, Ouais. la salle ferme. Bon, mais ça, enfin, je veux dire, c'est une circonstance, enfin, c'est une vraie circonstance parce que du coup, ça a un impact sur ce que tu peux imaginer et concevoir aujourd'hui comme partenariat. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, C'est moi, une- ce que je trouve intéressant dans cette histoire que tu racontes de manière très concrète, c'est du coup comment tu as fonctionné par rapport à par rapport à ce client et par rapport à cette nouvelle, enfin voilà, comment ça s'est fait, cette nouvelle offre en fait, concrètement, quoi. Ouais. Bah, pour moi, ça reste une expérience réussie puisque c'était une première concrétisation d'une idée toute neuve. Donc, Et dans le cas du mandat d'artiste, tu es rémunéré au fixe, au variable, les deux alors, il y a plusieurs modèles économiques possibles. Moi, j'ai fait le choix d'être rémunéré au variable uniquement. Donc, c'est un pourcentage du contrat passé ou un pourcentage sur une vente d'œuvres, ce genre de choses. Euh, et ouais, effectivement aussi, ça peut être un pourcentage sur un contrat conclu pour le compte d'un artiste. Là, je pense plus concrètement à un partenariat entre un artiste et une marque Mm. qui s'accorde sur un montant et on peut être rémunéré comme ça à la commission. Ouais. Ouais, donc c'est contrairement au reste de l'activité d'avocat, à cause de cette histoire de pacte quota-litis, machin. Ouais. Ok, super. Et donc tu dirais qu'au bout de combien de temps ton activité était, on va dire, exclusivement d'une clientèle, en fait, qui est une clientèle choisie et tu vois, qui est ta clientèle, quoi. Et je crois que c'est vraiment. Donc, je prête serment en février 2018. J'ai ma première facture en mai 2018. Assez rapidement, au bout d'une année, en fait, je crois. Donc, Tu, en tu, septembre 2019, je crois que j'avais quand même déjà une clientèle qui était vraiment propriété intellectuelle et droit commercial. tu t'y attendais? Est-ce que ça soit aussi... Moi, je trouve ça très rapide. Est-ce que ce soit aussi rapide Non, 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 parce que c'est vrai que quand j'en parle avec des potes, je pensais pas que ça se ferait aussi facilement, en fait. Je pensais pas que ça se ferait aussi facilement, ouais. Euh, Non, je pensais pas que ça se ferait aussi facilement. Ouais. Ouais. Mais voilà, naturellement et sans trop me. Alors voilà, on passe par des périodes de stress aussi. Hein. Parfois on est sur des dossiers un peu seul, mais je pense que parfois dans des cabinets aussi en tant que collaborateur, où j'ai eu des échos similaires de confrères, consoeurs qui me racontent la solitude qu'ils peuvent rencontrer face à des dossiers, alors même qu'ils ont un associé au-dessus, ou voilà, mais qui leur consacre pas forcément le temps nécessaire. Et c'est ce qui m'avait aussi poussé à me mettre à mon compte en me disant, ouais, je saurais pas tout, mais j'ai la formation juridique qui me permettra d'aller chercher l'information, de savoir la traduire, appliquer ce fameux syllogisme juridique et qu'on s'en sort, quoi. Mais parfois, ouais, c'est stressant. Et puis en même temps, voilà, on a des Comment confrères qui sont là, on échange, on discute, on pose des J'allais te questions. demander, ouais. Donc, enfin, comment tu gères quand, enfin, tu vois, quand parce que moi j'ai beaucoup de, enfin, j'ai des clients, notamment des clientes qui, voilà, dont la réticence pour s'installer est beaucoup liée au fait mais non, j'ai pas assez d'expertise, je suis pas, enfin, tu vois, j'ai pas encore assez de connaissances, mettons, en droit du dommage corporel pour me dire que vraiment je me positionne là-dessus et comment si je sais pas et tout. Je leur dis, mais vous, enfin, voilà, vous êtes juriste, vous pourrez vous entourer si sur un point précis
qui vraiment, sur vous avez un doute technique, vous pourrez vous entourer et tout. Toi, c'est quelque chose que tu fais, que tu as fait, de te retrouver dans des dossiers où vraiment où ponctuellement, tu as besoin d'échanger sur le fond, des doutes, tu décroches ton téléphone, des confrères que tu peux appeler et avec qui cet échange se fait bien. Enfin, t'as pas de difficulté par rapport à ça? Non, non, j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Bon, déjà, il y a quand même un devoir de compétence, donc je prends pas, je vais pas traiter d'une problématique ou d'un dossier où je me sens au premier abord incompétent pour le. Faut déjà se sentir compétent pour le traiter, Bien avoir sûr. et une fois que enfin voilà, on rencontre un nœud un peu. Bon, déjà, voilà, on se forme aussi. On est à même de se former nous-mêmes. On a des bases de données juridiques, on a des juristes-classeurs, on a des choses très bien faites où on apprend beaucoup. Et j'avais été un peu formé comme ça aussi euh, à apprendre à se démerder tout seul un peu. Va chercher l'information, traite-la et applique-la, quoi. Et, euh, mais oui, c'est rassurant d'avoir un réseau, on va dire, de confrères avec lesquels on peut échanger. Parfois, il y a un peu la crainte du fait que ce soit que dans un sens, et puis quand on peut rendre l'appareil, bah, c'est avec grand plaisir. Et pour moi, ça fait partie du jeu aussi. Euh, un jeune collaborateur est censé pouvoir compter aussi sur son réseau d'avocats, sauf que en l'occurrence le réseau d'avocats c'est censé être bah, c'est les associés, les collaborateurs plus expérimentés et je sais que dans le cadre de collab, certains ont du mal à aller toquer à la porte. Euh, donc je pense que c'est un problème qui est inhérent au métier un peu, où, voilà, c'est un métier qui selon moi j'aurais pas fait le tour dans 40 ans, quoi. Il y a toujours des nouvelles des problématiques, on apprend toujours. Alors c'est pas la zone de confort parce que même si sur des dossiers, sur des problématiques bien précises en droit d'auteur, en droit des marques, voilà, la réflexion juridique va beaucoup plus vite et on gagne vite en expérience. Mais je pense qu'on apprend très vite aussi à être seul, à être dans cet exercice, dans cette façon d'exercer. Mais voilà, ouais, faut avoir confiance en soi, faut savoir échanger avec les autres, partager un peu les problèmes rencontrés. Et il y a plein de confrères et consoeurs bienveillants et bienveillantes qui se font une joie qui se font une joie d'expliquer. Parfois, en un échange téléphonique de 10 minutes, on gagne 4 heures de recherche, quoi. Et ça vaut le coup d'échanger, je crois. Euh, tu... C'est amusant parce que j'étais en train de penser au fait que euh, ton interview ici, c'est de manière très indirecte le fruit de ça, en fait. Parce que, enfin, pas le fruit pas en termes de demander de l'aide, mais du fait de parler. Euh, Parce qu'en fait, enfin, on s'est remémoré ça tout à l'heure quand tu es arrivé, mais c'est vrai que tu m'avais écrit par Instagram. Puisque tu suis Fleur d'Avocat sur Instagram, et tu m'avais écrit en rebondissant sur un témoignage de quelqu'un que j'avais partagé, et où tu avais dit oui, mais c'est important de dire que on peut aussi prendre du plaisir dans ce métier, que enfin, tu vois, il faudrait que je ressorte le tout début de nos échanges, mais attends, je vais le faire. Ouais, je sais plus ce que c'était ce témoignage. Je crois que tu parlais c'était pas quelqu'un d'épanoui qui disait mais oui, on peut se mettre à son compte tout de suite, c'est pas. Je sais plus. T'as retrouvé l'échange, Christophe? T'as mis des flammes. Grave, tu m'as envoyé des flammes. Donc, refaisons ce parcours. Donc, avril 2019, tu m'envoies une flamme en réponse à une story que je poste. Tac, tac, tac. Ensuite, j'annonce un peu plus tard une soirée fleur d'avocat. Tu dis, ah, je pourrais pas être là, mais ça a l'air trop cool. Est-ce que vous pensez en organiser une autre? Merci pour l'inspiration, machin. Je dis, mais oui, il y en aura d'autres. Tu dis, top, merci. Ensuite,
Ensuite, il y a une auditrice qui dit un message que je partage, c'est tu devrais être à l'EFB, c'est toi qui devrais donner les cours à l'EFB. Et je dis ah non, c'est pas encore le cas. Enfin, ça, je le partage en story. Et tu me réponds, ça ne saurait tarder, chère ancienne consoeur, point d'interrogation. Enfin, tu vois, bref, t'interagis, quoi. Et puis. Ah ouais, attends, j'avais posté, il me restait quelques cartes de vœux et j'avais dit, ah tiens, si vous voulez une carte de vœux fleur d'avocat, tu m'avais dit, ah ben moi j'en veux une, donc tu m'avais envoyé ton adresse, pouf. Tu me l'avais Euh, envoyé très gentiment. Grave, non mais c'est trop drôle, j'avais complètement oublié toute cette histoire. Merci pour la carte de vœux la plus stylée de l'année. Là, les auditeurs ont vraiment, tu vois, la totale, le backstage de fleur d'avocat, quoi. Je publie l'interview de Françoise Arthur, une avocate de Poitiers, dont la punchline c'est ne vous interdisez rien, faites, tu réponds meilleure philosophie. Ouais, pas mal, ouais. Et, Je me souviens plus de ça. et c'est là que je vois une story. Et donc, donc c'est une réponse d'une autre auditrice qui m'envoie un message sur Instagram que j'ai publié ensuite en story, de manière anonyme bien évidemment toujours, et qui dit ma parole est moins structurée lorsque je parle avec mes émotions, nanana, mais ces podcasts me sont précieux, blablabla. Finalement, de près ou de loin, nous avons tous notre part de doute, d'échec, de sentiment de ne pas être à notre place et de ne pas être à la hauteur. Même pour des avocats qui sont dans des pointures dans leur domaine. Ça rassure, mais surtout ça démontre un point commun, la force de caractère. Bref, merci et continuez. Et là, tu me réponds à ce message donc, que j'ai partagé sur le fait que ça fait du bien d'entendre des avocats parler aussi de leurs doutes et de comment ils font les choses. Mhm. Et tu réponds à ça et tu dis être déterminé à ne pas subir est primordial. On ne fait pas toutes ces années d'études pour être malheureux et avoir envie de changer de métier en 2 ans sans avoir expérimenté un dixième de ce beau métier. Et tu me dis, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à mon compte dès ma prestation de serment, inspirée par mon maître de stage final. Et là, je démarre ma 3e année avec une croissance constante et je découvre toujours de nouvelles choses à explorer. Je trouve ça bien que les jeunes confrères apprennent au plus vite qu'on n'est pas obligé de souffrir et de mettre en parenthèse sa vie personnelle les 5-10 premières années de notre exercice professionnel, contrairement à ce que j'ai entendu de la part d'avocats intervenant à l'EFV. Et donc là, tu me dis, mais de manière, tu vois, en fait, hyper naturelle, toi, comment t'exerces, ce que tu fais, comment ça se passe. Et c'est ce qui fait que, et puis ensuite, tu vois, tu interagis encore un peu aux stories et tout, mais c'est ce qui fait que ensuite, à un moment, j'avais publié en story Instagram de Fleur d'Avocat. J'espère que tout le monde a envie de suivre le compte Instagram de Fleur d'Avocat après ce. Mais sûrement, bref. sûrement. Donc c'est pour ça que ensuite j'avais posté en story de temps en temps. Je dis qu'est-ce que vous aimeriez. Donc là, c'est encore un problème de backstage. Désolé. Mon enregistreur qui vient de se péter la gueule. Et donc, en fait, j'avais posté en story, de temps en temps, je demande aux personnes qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme profil. Et il y avait eu des retours comme quoi, est-ce que tu pourrais interviewer des avocats qui se sont installés tout de suite après leur prestation de serment. Est-ce que c'est possible et tout. Et donc, à un moment dans ma programmation, j'avais un espace où je me suis dit, tiens, là, ce serait pas mal d'avoir quelqu'un dont c'est l'expérience. Et du coup, j'avais pensé à toi, tu vois, alors que tu ne m'as pas été recommandé, contrairement à la coutume du podcast Fleur d'Avocat. Mais de temps en temps, il faut savoir faire des exceptions, puisque j'ai pas beaucoup de recommandations de personnes qui se sont installées tout de suite après leur prestation de serment. J'en aurais une à te donner, moi, mais bon, du coup. Mais avec plaisir. Mais donc, du coup, tu vois, en fait, je raconte tout ça. C'est une parenthèse un peu longue, mais je pense que c'est intéressant pour les auditeurs. Mais en fait, c'est ça la magie de dire de manière assez naturelle et spontanée et dans le cadre d'un échange finalement assez désintéressé. Enfin, je pense pas que tu m'aies écrit ça en te disant elle va m'interviewer sur le podcast, surtout que c'est assez notoire que en fait j'interviewe pas des gens qui qui m'écrivent pour être sur le podcast. Avec ce système de la recommandation dont je parle souvent. Donc tu vois, je pense pas que tu l'aies fait dans cette optique-là. Et en fait, non. D'une certaine manière, ça mène au fait que du coup, j'ai pensé à toi spontanément au moment de me dire qui est-ce que je pourrais inviter sur le podcast et qui est dans
dans cette configuration-là. Et donc voilà, en fait, j'ai pas de questions autour de ça. C'est juste que comme on a parlé toi t'appelles ça du brassage de l'air, mais du fait des vertus, de parler de ce qu'on fait à son entourage, à son réseau, aux personnes que Ouais. l'on rencontre. Et de faire les choses de façon naturelle aussi. En Mm, fait, voilà, c'est réagir. Là, oui, je réagissais aux propos que tu diffusais. Et je sais pas, il y a cette liberté qui est pour moi assez attachée à l'exercice individuel. euh, d'adopter le ton qu'on a envie d'adopter et qui nous ressemble parfois quand on est quand on travaille dans une société, que ce soit un cabinet d'avocats ou autre, on est parfois obligé un peu de d'adopter une posture, de prendre une attitude, et qu'on n'a pas forcément à faire. J'ai le sentiment en tout cas que c'est plus facile d'être soi-même quand on bosse, quand on est son propre patron et que donc dans le rapport au client, voilà, on utilise les termes qu'on a envie d'utiliser, on parle comme on a envie de parler et, et on transmet les émotions qu'on a envie de transmettre et je sais pas, ouais, c'est pour moi du coup peut-être plus naturel. Encore une fois, c'est pas une comparaison ou un jugement de valeur, mais en tout cas, cet exercice, la façon d'exercer tel que je le fais aujourd'hui me permet ouais, d'avoir le contact. Tu vois, là, je réagissais à ta story sur Instagram il y a un an ou je sais plus, un peu moins d'un an, au même titre que je contacte j'échange avec des clients ou des prospects sur Instagram de façon assez informelle et j'imagine que si j'étais collaborateur dans un cabinet, je pourrais pas faire ça pour développer la clientèle du cabinet. Ça collerait peut-être pas à l'esprit ou encore que. Hein, Oui, ça dépend des cabinets, mais Ouais. enfin voilà, je trouve ça intéressant. Enfin, en fait, tu vois, ça a été un cas pratique très concret enfin un exemple très concret dans notre échange j'imagine comment est-ce que tu fonctionnes en fait assez naturellement dans ce développement et c'est hyper intéressant. Et Mhm. d'ailleurs, enfin voilà, on en a un petit peu parlé avant de démarrer l'enregistrement, mais tu disais que tu commençais à réfléchir que jusqu'à maintenant, en fait, ça se faisait depuis ton compte Instagram perso Mm. et que tu commençais à réfléchir à créer un compte Instagram vraiment propre du cabinet Mm. et donc potentiellement pour que l'image professionnelle soit plus voilà, cadrée Ouais. et puis aussi du coup partager de manière plus évidente du contenu sur aussi ton expertise et ce que tu peux proposer, etc. Ouais. Et donc je trouvais ça intéressant de voir aussi comment toi, tout ça, ça t'a amené à te dire, ah ben, tiens, cette plateforme Instagram. Et en fait, je trouve que ça a vachement de sens. Tu vois, il y a des cabinets qui se mettent sur Instagram et c'est vrai qu'on se demande un peu Pourquoi? pourquoi, parce Ouais. que est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport à la clientèle qui cherche à toucher, par rapport au contenu qu'ils peuvent partager et tout. Toi, tu es vraiment un archétype du fait que c'est complètement en ligne avec, un, ta manière de fonctionner naturelle très personnellement, et avec, deux, où sont tes clients et comment tu peux interagir avec eux de façon pas forcée, pas poussée dans un exercice, quoi. Donc, dans une réflexion de comment est-ce que je réseaute, quels réseaux sociaux utiliser, quel type de contenu, quel type d'interaction fonctionne. Mm. C'est un bon exemple de ce qui peut fonctionner, en tout cas pour toi, par rapport à Instagram, quoi. Ouais, ouais, enfin, j'en suis convaincu aujourd'hui. Avec mon compte perso, etc., c'est vrai que j'ai des contacts par Instagram, du coup, des potes ou des collègues de certains de mes clients qui me contactent aussi directement, des clients qui m'envoient des exemples de contrefaçon, par exemple, très concrètement, et on traite, on va traiter ça, ou commencer à traiter ça en DM, quoi. Et puis après, moi, voilà, je prends connaissance du dossier parfois comme ça sur Instagram, dans un échange de messages avec le client, et puis derrière, je traite ça de façon plus traditionnelle, on va dire, mais c'est un moyen pratique, c'est efficace. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où on est prestataire de service pour le besoin d'un client et de savoir s'adapter à leurs besoins, à leur façon de faire, ce qui est plus pratique pour eux.
Pour certains, ils préfèrent fonctionner comme ça que m'envoyer par mail ou etc. Et moi, ça me va très bien aussi. Donc, c'est pratique pour tout le monde. Je m'adapte et je pense que ça renforce aussi, ça peut renforcer le lien. Enfin, je sais pas, je le fais pas forcément de manière intéressée, mais de manière naturelle, encore une fois, en fait. Ouais, je pense que c'est un bon secret pour que ça se passe bien, en fait, en termes de création de clientèle, tu vois, avec qui tu as envie de bosser, quoi. Moins c'est poussif et mieux c'est. Mm. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Euh, on a parlé de la première facture que tu as encadrée, enfin que tu as dupliquée, dont tu as fait une Que mes copie potes m'ont et que tes encadré, ouais. potes t'ont encadrée. Est-ce que ça a été un sujet pour toi de déterminer tes honoraires, de négocier, de parler argent, de... Ouais, ouais, bah forcément, forcément. Alors là, c'est l'approche économique et entrepreneuriale de ce métier-là. Ouais. Qui Euh, fait, enfin, je veux dire, du coup, qui répond complètement à des choses dont tu avais envie assez tôt dans ta vie, même étudiante. Donc, mm. j'imagine que, voilà, mais... Bah oui, faut être capable de se positionner. On est sur un marché, sur le marché des avocats, et d'être capable de se positionner, de valoriser son travail, dans le sens déterminer la valeur du travail qu'on effectue. Euh, Forcément, je me suis mis, enfin, j'avais des exemples en tête. J'allais pas appliquer le même taux horaire que mon ancien boss de maître de stage ou que d'autres avocats que je connaissais qui avaient plus d'expérience. Donc, je me suis mis en dessous. Et puis, ça m'a permis aussi d'être concurrentiel sans brader les services, hein, mais voilà, avoir un tarif concurrentiel. Et puis, bon, après, voilà, on a le taux horaire qui est un idéal, on va dire. Et puis parfois, certains dossiers, voilà, on s'adapte. Enfin, on connaît les modalités de fixation des honoraires et on s'adapte au dossier, à la somme en jeu, à la fortune du client. Et avec tous ces paramètres-là, on fixe son honoraire. Et puis après, ouais, effectivement, faut assumer. Parfois, c'est pas évident d'oser entre guillemets facturer, etc. Et puis en fait, on prend confiance et puis faut assumer et ça se passe très bien, quoi. Il y a des devis qui t'ont aidé à prendre confiance? Des devis qui ont été acceptés où tu te dis, bah, en fait, je peux, ou t'as des souvenirs un peu d'étapes un peu marquantes de ce point de vue-là dans le rapport à l'aspect financier? Ouais, peut-être, je pense sur les dossiers contentieux, sur des dossiers contentieux ou qui en général demandent plus de temps et qui sont, en tout cas de ma propre expérience, souvent plus rémunérateurs que des dossiers conseils, parce que oui, c'est plus chronophage, parce qu'il y a il y a des audiences, il y a beaucoup de diligence, et de se rendre compte que bah, c'est la valeur. Et puis encore une fois, j'étais quand même rassuré par par la connaissance de combien certains de mes confrères, dans des cas de figure similaires, dans des dossiers similaires, facturaient eux, quoi. Donc je Mm, mm, savais, c'est bien quand même d'avoir un référentiel, je pense. mm, mm. On nage pas en plein flou, et de savoir combien ça vaut à peu près sur le marché, finalement, telle et Mm. telle prestation, quoi. Ouais. Donc là, encore une fois, bah, il faut échanger, poser des questions je veux dire, l'argent n'a pas à être tabou. C'est un truc qui revient pas mal avec les clients où ils sont presque gênés d'aborder la question parfois. Ou moi, Tu veux enfin, dire de te poser la question et combien coûtent vos services? T'as l'impression qu'ils osent pas? ouais, ou que, en tout cas, que ça peut être on va avoir la crainte, un peu l'image d'un avocat, ça coûte très cher. J'ai eu pas mal cette, ce point de vue-là. Euh, Et en fait, quand tu leur dis, bah, moi, ça pourrait coûter tant, ils se disent, ah, mais c'est amusant que tu dis ça hmm, parce que, tu vois, là, en ce moment, je me fais accompagner pour repenser la communication de Fleur d'Avocat, pour rééquilibrer la part de communication sur le podcast, la part de communication sur les formations, ouais, et pour faire ça de manière un petit peu intelligente. Et je me fais accompagner par un freelance consultant, expert réseaux sociaux, machin. ok. Et j'avais bah, aucune idée de Combien coûtait ce service? combien coûtait ce genre de service. Et en fait,
Et en fait, j'ai été surprise en bien. Enfin, tu vois, en fait, Agréablement je me suis surprise. dit, là, c'est quand même une belle prestation. C'est pas un débutant, c'est un mec, tu vois. Et puis, en fait, la facture, c'est ça. Et ah ouais, j'aurais pensé que c'était plus, tu vois. Mm. Et je pense que j'imagine que doit aussi y avoir beaucoup ça pour des potentiels clients d'avocats. Qui n'osent pas trop parce qu'on se fait tout un monde de ce que peut être une facture dans un domaine pour une expertise qu'on connaît pas en fait, qui est pas de la nôtre quoi. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai eu un cas il y a pas si longtemps où on m'avait envoyé sur Instagram encore, on m'avait envoyé le travail de céramiste qui s'était fait copier euh, un plagiat pur. Euh, et donc elle me contacte, enfin on échange, mais très vite elles ont fait part les créatrices en question ont fait part de leur inquiétude euh, quant au montant des honoraires et pensaient tout de suite procédure judiciaire sur 2 ans minimum, avec des coûts exorbitants, etc. Et en fait leur dossier n'en était pas là du tout. Et d'ailleurs, on a trouvé une solution amiable. C'était le genre de dossier où ça s'y prêtait pas mal. Et elles en sont très contentes. Et au final, elles se sont rendues compte que leur imagination les poussait bien au-delà de la réalité, quoi. Mm, mm, mm. Et elles ont eu raison, je pense, de faire appel à un avocat pour traiter leur problématique de plagiat et qui était, euh, qui se termine très bien pour elles. Donc tant mieux, c'est super. Mm. Mais encore une fois, c'est l'imaginaire collectif de l'avocat, euh, très cher, difficilement accessible, on connaît pas, on n'en connaît pas. Et là, je crois que ça vaut le coup de prendre le téléphone et dire bah, appelez-moi et on discute. Et voilà. Et même le coup de fil, pour certains, ils pensent que parce qu'on est en train de discuter. Alors après, chacun a sa politique aussi de. Mais tout de suite tu es en train de faire tourner le compteur et tu envoies une facture quoi. Ouais, ouais, voilà. Alors qu'on n'en était pas du tout là, quoi. Mm. Euh, comment tu projettes ton exercice pour les années qui viennent? Bah, j'aimerais bien 2021, j'aimerais bien développer le cabinet, toujours développer le mandat d'artiste, développer les outils de communication propres, voilà, vraiment rendre tout ça cohérent et de formaliser vraiment ces choses-là. Euh, Pardon, je te coupe, mais on a parlé. Mais en fait, tu vas finir ton propos et ensuite je te poserai cette question. Pardon. Pas de souci. Et l'autre objectif, ça serait éventuellement de recruter en 2021. Alors ça fera 3 ans que j'ai prêté serment fin février là. Et voilà, ouais, j'aimerais bien recruter soit un collaborateur à temps partiel, soit un stagiaire ou une stagiaire, bien sûr. Dans les prochains mois. Ouais, c'est vraiment, ça serait passer une étape suivante et ça fait un peu peur parce que voilà, on sait pas forcément sur qui on va tomber, même si les entretiens sont là pour ça, etc. Mais c'est pas mon métier de faire des RH et enfin, c'est la peur de se planter, hein, toujours comme d'hab, à chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau. Mais jusqu'ici, ça m'a pas freiné, donc je pense que ça me freinera pas là non plus. Mais l'activité est là, il y a de la demande, il y a du travail et voilà, prendre une dimension un peu supérieure en commençant à développer et à recruter, enfin, c'est l'ambition à terme, c'est d'avoir un cabinet développé et plus que ça serait d'être inscrit à plusieurs barreaux pour voilà, développer une clientèle plus nationale déjà enfin, elle est déjà, j'ai pas qu'une clientèle parisienne, mais voilà, vraiment s'implanter dans De d'autres manière villes. locale, oui. Mm. Donc ma question que j'allais te poser, c'est tu as dit que une des choses qui t'avait marqué dans ton stage final, c'était la démarche entrepreneuriale de ce cabinet, qui allait aussi sur comment est-ce qu'ils étaient structurés, les outils qu'ils utilisaient, la dématérialisation à une époque où on en parlait finalement peu, enfin tout ça. Toi, tu travailles avec des logiciels. Est-ce qu'il y a je sais pas, des services que tu utilises en particulier dans ton activité
dossiers C'est déjà du stockage de dossiers, dématérialiser un maximum les dossiers en stockant voilà, des outils des solutions de cloud pour ce qui est du stockage. Bien sûr qu'on est obligé de garder certaines pièces, etc. Mais Tu utilises des trucs spécifiques avocat ou non non, pas Ouais. forcément, non, pas forcément. Mais c'est aussi la dématérialisation dans l'échange avec le client. Finalement, là encore, c'est s'adapter aux besoins et aux envies et aux préférences de ses clients, mais euh, enfin, aujourd'hui, c'est pas un client, c'est pas forcément quelqu'un qu'on va recevoir au cabinet pour une consultation en premier temps, avant d'envisager la suite, etc. Ça passe par un échange téléphonique, ça passe par une discussion Instagram, ça passe par différents canaux et qui, à mon sens, permettent aussi de gagner en célérité et de gagner du temps aussi. Autant pour l'avocat que pour le client, même si j'aime beaucoup rencontrer mes clients, parce que j'aime échanger et poser des questions et voir voilà, rencontrer physiquement la personne, mais la réalité c'est qu'il y en a plein qui sont pas plus attirés par ça en fait, qui ont aucun mal à faire confiance à un avocat qu'ils n'ont pas rencontré physiquement, mais avec lequel ils auront échangé au téléphone ou par message ou voilà. Mm. Super, je pense qu'on a fait un bon tour déjà, merci beaucoup. Quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, Oui, ta dernière joie. c'est une transaction dans un dossier de contrefaçon, contrefaçon de droit d'auteur, où j'ai réussi à obtenir une indemnisation bien au-delà des espérances du client. Quand on s'était lancé dans ce dossier-là, qu'il avait fait appel à moi, et il avait conscience qu'il y avait une violation de ses droits d'auteur et je suis entré en contact par la voie d'une mise en demeure pour commencer avec la partie adverse. Et puis, s'en est suivi plusieurs semaines d'échanges. Et là, on va signer le protocole d'accord qui dédommage très justement mes clientes et voilà, qui ont pu exprimer leur satisfaction et leur remerciement. Et moi, c'est des clients dont j'admire le travail et ça me fait super plaisir d'avoir pu les accompagner et les aider et sans partir sur une procédure judiciaire longue et coûteuse et d'avoir trouvé des solutions, voilà, d'avoir une négociation fructueuse. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Souvent une chemise et des baskets. Merci beaucoup, Christophe.